Et quand j'étais à l'école, la dyslexie c'était un peu méconnu, c'était pas forcément accepté par ou la classe, certains professeurs étaient un peu réticents. Ah oui. Depuis tout petit, je taillais des buis. Je me suis vite pris au goût de tailler un petit peu parce que moi je me percevais que j'arrivais à faire des choses sympas. Qu'on dise aux jeunes, si vous voulez faire un métier manuel, mais allez-y, vous aurez tout le temps du travail. Dans nos effectifs, on a entre 10 et 15% de femmes. On a des problématiques de recrutement aujourd'hui dans la filière ainsi que chez nous. Enfin, on tend à recruter au maximum. On a envie de former des jeunes. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les gens du paysage. Je m'appelle Robin Gervais, je suis jardinier. Aujourd'hui, on se retrouve au salon Paysalia avec Julien Defer, qui est le responsable des jardiniers paysagistes chez les Compagnons Nationales. C'est bien ça ? Chez les Compagnons du Devoir, oui. Chez les Compagnons du Devoir National. Bonjour Julien. Bonjour à toi. Merci de nous accorder ton temps ce matin au salon. Première question, si tu devais présenter les Compagnons du Devoir à quelqu'un qui ne connaît pas du tout, comment tu le définirais ? Je dirais la première chose, c'est de venir éventuellement aux portes ouvertes pour découvrir qu'est-ce que c'est les compagnons, parce qu'aujourd'hui, l'association forme à plus de 30 métiers, dont le métier de jardinier paysagiste. Et ça, depuis une vingtaine d'années, on est rentré à l'association en 2004. Donc il y a des métiers un petit peu ancestraux comme charpentier, tailleur de pierre qui sont là depuis qui ont plus de 60 ans d'histoire. Donc voilà, nous ça fait 20 ans qu'on est à l'association et les jeunes qui seraient intéressés pour venir chez les compagnons, il faut qu'ils se présentent sur une maison de compagnons dans lequel il y a des portes ouvertes et ils peuvent découvrir un petit peu ce monde atypique. On va parler un peu de ton histoire, de ton parcours, je pense que ce serait pas mal. Comme ça, on va voir un petit peu ce qui t'a amené chez les compagnons. On est au salon Paysalia, on est avec les gens du paysage. Généralement, mes invités m'amènent dans un endroit qui les représente. Toi, si on avait été à l'extérieur, où est-ce que tu nous aurais amené ? Dans une maison de compagnons pour te faire découvrir le milieu du compagnonnage et le fait qu'on puisse vivre en communauté. On vit dans des milieux généralement où il y a plusieurs travaux qui ont été réalisés. Et donc on a même ce qu'on appelle des salles de chefs-d'œuvre où c'est vrai que c'est là où rayonne un peu le compagnonnage. On arrive dans ces endroits-là où les gens sont souvent accueillants, souriants, sont passionnés par ce qu'ils font. Par l'expérience qu'ils vivent et le fait d'entrer dans cet univers-là, je trouve qu'il est assez intéressant et on peut parler à plein de gens de différents corps de métier et sont tous passionnés pour le coup et je trouve que c'est assez intéressant comme expérience. Ouais, ça représente bien les compagnons. Toi, quel est le souvenir le plus ancien sur la nature ou le paysage dans ta vie ? Le plus ancien, je dirais que quand j'étais petit, j'ai toujours eu l'envie d'être dehors. Et quand j'étais chez ma grand-mère, depuis tout petit, je taillais les buis. Et ce qu'elle me disait, mais arrête de faire les 400 coups, dépense-toi dehors. Et elle me dit, taille ça. Et bon, et elle avait des petits outils. Et en fait, c'est vrai que je me suis vite pris au goût de tailler un petit peu parce que moi je me percevais que j'arrivais à faire des choses sympas. Quand on est petit, c'était chouette, je m'occupais bien, j'étais dehors, j'avais l'impression d'être libre, donc ça commençait par là un peu les premiers souvenirs dans le paysage. Ça a commencé par où ? Je dirais que ça a commencé par là dans le jardin de la grand-mère, en train de s'amuser, à toucher un peu les végétaux, à tailler, etc. Est-ce que tu étais un enfant qui avait beaucoup d'énergie, c'est ça ? Oui, je courais partout. Après, mes parents m'ont mis au rugby parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu te dépenses un petit peu. Et donc, ça m'avait pas mal canalisé. Mais c'est vrai que oui, j'aimais bien être dehors. Me balader, j'aimais bien. J'avais de l'énergie à revendre un petit peu. Ouais. T'étais de quel côté de la France, toi ? Moi, je suis né dans le sud de la France, à Carpentras, vers Avignon, en Provence. D'accord, donc c'est pour ça le rugby, ça semblait être une bonne... Oui. Ou est-ce que t'étais intéressé par autre chose ou Oui, après moi j'ai fait du golf aussi pendant... T'as fait du golf ? Ouais, depuis l'âge de 8 ans, mes parents m'ont inscrit là-dedans parce que j'avais des problèmes d'attention, parce que du coup je suis dyslexique. Okay. Et donc j'ai fait 10 ans d'orthophoniste et j'avais beaucoup de troubles de l'attention et le fait d'être au golf m'a beaucoup canalisé. Le rugby me faisait dépenser toute mon énergie et le rugby me permettait de me canaliser. Le rugby permettait de j'ai inversé. Le rugby me permettait de me dépenser et le golf me permettait de me canaliser. Et on est au golf, on est quand même dans des milieux naturels, on entend les oiseaux, on est entre des arbres. Enfin, je veux dire, il n'y a que des espaces paysagers. Du coup, j'avais toujours cette sensation un peu d'être libre et dans un endroit sain.
C'est intéressant, moi aussi j'ai fait un peu de golf. Ok. J'ai fait du golf quand j'étais adolescent et ça m'a pris parce que mon père jouait un petit peu et puis quand on allait beaucoup au Portugal pour les vacances, Ouais. parce que je suis à moitié portugais, il y a beaucoup de golf hyper, magnifique quoi. Ouais. Euh, Toi, t'as fait un peu de compétition ou des Oui, j'en ai fait. Je suis allé, j'ai fait les championnats de Vaucluse. J'ai même fait championnat de France de moins de Ah 17 bon? ans par équipe. C'est vrai? Ouais, j'avais fait ça en compétition parce que comme là, il y a des difficultés à l'école quand tu réussis dans le sport et que tu arrives à t'émanciper par le sport. Moi, je trouvais ça bien. Alors, autant rugby, j'ai fait beaucoup de rugby, même en rugby à 7, à 13, à 15 à l'école. J'en faisais aussi. Ça me passionnait d'arriver à faire quelque chose, à réussir. Ouais. Mais le sport m'a beaucoup aidé dans ma vie à faire des choses Est-ce que qui sont passées. est-ce que ça t'a donné un petit peu confiance en toi? Parce que Oui. par rapport au fait que tu étais dyslexique, j'imagine que de réussir dans le golf, ou en tout cas, Dans le y arriver sport, dans le sport, ouais. Après, ce qui était intéressant, c'était que le rugby, c'était quand même collectif. Donc, du coup, on se sent apprécié dans c'est un une famille, groupe. quoi. Ouais, Donc, du coup, c'est quand même... ça rejoint un peu notre métier aussi de jardinier où on travaille souvent en plus en binôme, voire à trois. Mais du coup, j'aimais bien cet esprit de cohésion de groupe, cet esprit d'équipe. Le golf, c'est un peu plus différent, mais on est seul contre soi-même. Donc, et des fois, je fais pareil avec le métier, mais des fois, quand on est seul sur un chantier et qu'on se dit, je porterai ça, je vais porter ça tout seul, des fois, ça apporte une réflexion. On se dit, en fait, je vais peut-être attendre juste 5 minutes. Je me pose, je réfléchis et on pense. Je trouve qu'on pense différemment sur certains sujets, quoi. Donc, je trouve le parallèle avec le sport et les métiers qu'on peut être amené à faire est intéressant. Qu'est-ce que ça t'a apporté le golf? Parce que, moi, je me rappelle, j'y joue plus trop, mais j'adorerais y jouer un petit peu plus. On essaye de temps en temps avec justement Gonzague, Ouais. mon caméraman, il aime bien. Du coup, je lui ai appris comment tenir le club, comment frapper les balles et tout avec mes potes. Mais qu'est-ce que ça t'a appris le golf, toi, si tu devais retenir une chose? La rigueur. La rigueur? La rigueur la rigueur dans un premier temps, en effet, parce que au plus on s'entraîne, au plus on s'améliore. Parce que le rugby, c'est un jeu d'équipe, il y a aussi l'entraînement qui rentre en compte, mais là, on est tout seul et la progression, elle se fait via notre travail. Ouais. Et le fait de s'entraîner, avoir cette rigueur, cette discipline, on voit notre progression et on voit qu'on avance. Donc oui, je pense rigueur, discipline. Ouais, et puis faut être dans le flow, faut pas trop penser aux choses. Faut vraiment être dans le mouvement. Ouais. Si on pense trop au truc, on loupe tout. Donc faut pas trop se poser de questions et en même temps, faut avoir un peu de stratégie. C'est hyper intéressant le golf. Oui, puis alors après, quand on acquiert certaines compétences, je dirais, moi j'ai toujours eu plaisir à montrer un petit peu aux autres. Dès que j'avais acquis quelque chose, j'ai toujours aimé retransmettre un petit peu. Et maintenant que je dirais que je suis assez aguerri, je me débrouille pas trop mal. J'ai amené ma compagne, j'ai amené mes parents, je jouais même avec mon père d'ailleurs. Mais j'ai toujours aimé, dès que j'ai eu des amis, à leur apprendre parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, je suis passionné. Et ce côté transmission, je l'ai aussi apprécié dans le golf, le rugby beaucoup moins parce que ça se fait à plusieurs. Mais voilà, c'est un milieu un peu, on pense à part, mais en fait on est dans juste des cadres souvent exceptionnels, qui sont arborés, où je trouve que c'est plutôt sain comme endroit. Je suis quand même plus issu de la campagne, et alors pas de la campagne, je dirais dire profonde, mais voilà, quand j'étais petit, moi j'allais me balader dans la forêt, jouer aux pommes de pin, voilà, c'est des choses... qu'on retrouve un peu au golf. Je suis quelqu'un de la terre, quoi. Je pourrais dire, quand j'étais petit, je coupais la vigne, j'allais dans les vignes, je ramassais les olives, voilà, quoi. Est-ce que il y a un joueur de golf que tu apprécies particulièrement? Quand j'étais petit, il y avait Tiger Woods qui était le numéro 1, voilà. Mais après, il y en a eu plein d'autres. Mais oui, voilà, j'aurais dit lui, parce que avec mon père, on regardait un peu la télé, il me disait, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé. Enfin, il n'y a pas de secret. Et mon père m'a toujours dit, si tu veux y arriver dans la vie, il faut travailler, il n'y a pas de secret. Mais il faut quand même aimer ce qu'on fait. Si tu n'aimes pas à la base, c'est quand même compliqué de se donner cœur et âme sur quelque chose sur lequel
à la base on n'apprécie pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Et en plus, Tiger Woods, c'est son père qui l'a un peu imposé le golf. Après, il a aimé, mais bon, c'est Des vrai qu'au petits, ouais. des petits, Ouais, je crois qu'il y avait des passages télé où il était à 3 ans pour taper des balles, ouais, etc. À 3 ans, on ne sait pas vraiment si on aime le golf, je crois. ouais. Après, c'est devenu, est-ce que c'est toujours, non, c'est peut-être pas Non, toujours non, le il a été meilleur, mais détrôné il a été sur détrôné, ouais. plusieurs sujets, mais Ouais. oui, dans l'histoire du golf, il fait Ouais, partie des grandes personnes. ouais, 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 ouais. c'est sûr, ouais, c'est sûr. C'est intéressant. Et du coup, à l'école, j'imagine qu'avec ta dyslexie, ça devait être compliqué. On t'a trouvé cette dyslexie, ou en tout cas, on te l'a Oh, dite, ou c'était quand comment c'est arrivé? j'étais en cours de soutien, une prof d'anglais m'a dit mais tu dois avoir des soucis de dyslexie. Alors c'est pas juste parce que je confondais des lettres, mais j'ai eu beaucoup de problèmes de visualisation dans l'espace et d'ailleurs ça m'a souvent un peu peiné aussi sur le terrain. Quand je devais lire un plan, si le plan n'était pas en face de ce que je vois, s'il était à l'envers, c'est impossible pour moi d'arriver à tout remanier dans le bon sens. Donc en fait c'est euh, je dirais pas des stratégies, mais c'est une façon de travailler qui est différente et qui est beaucoup plus lourde. Mais une fois qu'on l'a compris, alors grâce à beaucoup d'orthophonistes, hein, du coup, de Ok. cours d'orthophonie, mais au début c'était compliqué parce que je disais un cours, je retenais au bout de 5 minutes après, j'avais oublié, quoi. Mais en fait, il y a des façons d'apprendre et je pense, enfin, je trouve aujourd'hui il y a beaucoup plus d'avancées qu'il y a. Bon, je ne parle pas non plus il y a 20 ans, mais c'est que quand j'étais à l'école, la dyslexie c'était un peu méconnu. J'avais un tiers-temps, mais bon, c'était pas forcément trop accepté par ou la classe. Certains professeurs étaient un peu réticents. Ah oui, Ouais, ouais. Bon, après, ça a vachement changé, mais oui. puis il y a ce côté en plus qui est difficile à accepter parce que c'est perçu comme un handicap, Ouais. et donc on a quelque chose en plus par rapport aux autres. Bon, après, je veux dire, ça m'a pas empêché d'avancer, hein, mais c'est vrai que bon, j'ai eu des fois des coups durs un petit peu dans la période scolaire, mais je pense que dans la vie, on a peut-être besoin des fois de coups un peu difficiles pour rebondir, Je suis d'accord. pour, pour avoir la force. D'épreuve, quoi. Ouais, les épreuves, pour se dire, L'épreuve. mais je vais avoir la force de. Moi, j'ai eu plusieurs anecdotes, hein, où à l'école, on m'a dit, de toute façon, tu arriveras à rien, vaut mieux que. Un CAP, tu auras du mal à le faire, tout ça. Ouais, ouais, mais Ouais, c'est violent quand ouais, même, mais hein. c'est violent, Ouais, mais du coup, j'ai toujours, et je vois très bien qui c'est cette personne, et j'ai toujours en tête, et je me dis, je pense souvent, et je l'ai revu 2, 3 fois, parce qu'après, quand j'ai eu mon bac, quand j'ai eu mon BT, je suis allé la voir, elle m'a félicité, mais je me dis, si cette dame m'avait jamais dit ça, peut-être qu'en fait, je me serais dit, ouais, bon, ben, j'y arrive pas, et bon, je dis pas que c'est peut-être le bon exemple, hein, qu'il faut que tout le monde ait ça, mais moi, il y a eu 2, 3 choses comme ça où, moi, je me suis dit, en fait, ben, bats-toi pour y arriver, et donc voilà, après, j'ai mis les choses en place pour quoi. la dyslexie, moi je savais pas que c'était sur les espaces. Ça, j'en avais aucune idée. Moi Après, je c'est, me disais ouais. plus que c'était sur les lettres ou les choses comme ça, mais Je pense que c'est très complexe. Après, je suis absolument pas oui, enfin, calé sur le sujet, mais il y a plusieurs formes de dyslexie, dyspraxie, dyscalculique, ouais. dyslexique. Donc, je pense que c'est très large et je pense propre à chacun en fonction d'un diagnostic qui est posé, sûrement via un orthophoniste ou autre. Mais moi, pour ma part, en tout cas, c'était beaucoup de problèmes de visualisation dans l'espace et quelque chose que je n'ai pas vu. Si on me l'explique, j'ai du mal à le concevoir. S'il n'y a pas un dessin modélisé, si on me dit, je sais pas moi, tu montes le mur comme ça, d'aplomb, sur tant de mètres, après ça repart à gauche. Ça repart à gauche, mais on est dans quel sens? Donc du coup, s'il y a un plan posé sur papier, ça m'a beaucoup aidé. Mais ça, j'ai mis pas mal d'années avant de comprendre qu'il fallait que j'ai quelque chose de modélisé. Et c'est des formes de langage en fait qui correspondent à différentes personnes, et je trouve ça aussi, faire parler, je trouve ça assez riche du coup quand on essaie de transmettre à des jeunes des cours ou des techniques métiers. Chaque jeune a sa façon de comprendre les choses et si on n'essaie pas de faire un peu du cas par cas, Ouais. bon, il y a un discours un peu Général, ouais. général qui est obligé d'être donné pour pour que l'ensemble de la classe comprenne, mais l'individualisation, j'allais dire des parcours, mais du cas par cas, je pense que c'est importante aujourd'hui, si on veut que les jeunes aient envie de faire notre métier, ou juste d'apprendre, ou s'apercevoir qu'en fait ils sont juste pas bêtes, c'est juste que la façon dont on transmet, elle est peut-être pas adaptée à comment est-ce qu'ils peuvent entendre le discours qu'on leur propose, quoi. Voilà. Ouais, mais Ouais. alors c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, dans ma carrière de paysagiste, quand j'étais au Canada, j'ai eu à former une trentaine de personnes, tu vois, Ok. sur différentes tâches du paysagiste, surtout sur de l'entretien. Ouais. Et c'est vrai que parfois je me posais la question. En fait,
j'avais peur de mal expliquer parce que moi, j'y connaissais rien au début. Et tout ce qu'on m'a expliqué, j'ai essayé de poser des questions. Mais je sais que parfois, certaines personnes n'osent pas poser des questions et disent oui. Et en fait, comprennent pas. Et en fait, tu t'en rends compte. Et du coup, faut quand même pas y aller et dire, t'as rien compris, pourquoi tu me l'as pas dit? C'est juste, peut-être, alors, excuse-moi, c'est ma responsabilité, j'aurais dû te l'expliquer dans ce sens-là. Ou en tout cas, est-ce que ça te va comme ça? Enfin, c'est hyper intéressant pour que ça passe, quoi. Enfin, pour que l'info passe, quoi. Je suis d'accord, mais le oui dont tu parles, moi je l'ai vécu. Des fois, les conducteurs de travaux me disaient tu vas faire ça et ça, t'as compris? Je disais oui, et jusqu'à un jour, il y a un conducteur de travaux qui me dit mais est-ce que tu peux me réexpliquer ce que je viens de te dire? Et là, je me suis dit, oh là, je suis pas bien. Et du coup, il m'a dit, mais je te réexplique autrement. Et on a pris un quart d'heure au lieu de 5 minutes, du coup. Mais à la finalité, j'ai gagné bien plus de temps que si je n'avais pas compris la demande initiale. Et du coup, je pense que c'est ça aussi entre ce qu'on essaie de dire, ce qu'il en ressort, ce que le jeune comprend, ce que le jeune entend et ce que le jeune comprend, et essayer de nous réexpliquer. Enfin, il y a tellement d'alternatives avant que les deux se soient bien compris, que je pense que c'est intéressant de faire en sorte que la personne qui soit en face de nous ait bien compris la demande et mettre en confiance aussi. Parce que des fois, quand on dit les choses de façon brute, des fois, on se dit oui pour aller vite et puis on dit ça passera. Donc, bien sûr, il y a le statut de ton chef d'équipe qui est un peu là. Toi, tu essayes d'apprendre, tu veux pas décevoir et tu sais qu'il faut aller vite et machin. Et du coup, tu dis et puis finalement, t'as pas trop compris, donc tu fais, mais c'est pas bien. Et après, tu reviens et t'es là, ah merde. Mais faut pas hésiter à poser des questions. En tout cas, je trouve que le fait de dire, est-ce que tu peux me réexpliquer ce que je t'ai dit, il est bien, quoi. Mais en étant empathique, quoi. Juste, on va pas lui gueuler dessus parce qu'il a rien compris. C'est juste, réexplique-moi pour savoir si je t'ai bien expliqué, quoi, tout simplement. Et puis en plus, ce qui est assez intéressant quand le ou les jeunes nous montrent ce qu'ils ont compris, ils s'aperçoivent du coup qu'ils ont réussi ou non. Enfin, ça crée de l'échange en plus. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et alors, quand il a compris le geste, il le montre à son voisin. Et là, tout est gagné. C'est pas facile pour arriver là, mais une fois que ça c'est arrivé, on se dit c'est bon là. Quand tu mets une ambiance de travail comme ça dans une équipe, c'est gagnant, mais de ouf, quoi. Ça marche super bien. Je suis d'accord, hein. Ça c'est sûr. Avant de continuer, je voulais prendre 2 minutes pour vous parler d'AccessApp qui soutient ce podcast. C'est un partenaire qui fait vraiment sens pour notre communauté. AccessApp, c'est la première coopérative de service à la personne en France. Ils accompagnent plus de 8500 professionnels, dont des jardiniers comme moi, et plein d'autres activités. Avec AccessApp, proposez le crédit d'impôt de 50% à vos clients particuliers. Concrètement, votre client ne paye que la moitié de la facture, et avec l'avance immédiate, c'est en temps réel, directement au moment du paiement. Et de votre côté, vous êtes reversé sous 24 heures en toute conformité avec AccessApp. Et là où c'est vraiment malin, c'est que vous n'avez pas besoin de créer une entreprise dédiée ni de gérer de la paperasse. AccessApp s'occupe de tout. Un logiciel complet et clé en main pour gérer votre comptabilité, vos factures et vos devis. Mais aussi une gestion administrative, fiscale et juridique, des fonctionnalités exclusives comme le télésecrétariat et une application mobile pour vous et vos clients. Tout est pensé pour vous simplifier le quotidien. Un accompagnement personnalisé pour vous et vos clients avec une équipe Custom Care disponible au quotidien qui répond à vos demandes et vous conseille pour utiliser l'outil de la meilleure façon possible. Et cerise sur le gâteau, grâce à leur service d'apport de clientèle, développez votre portefeuille client et gagnez en moyenne 20% de nouveaux clients potentiels par an. Vous restez concentré sur votre corps de métier, eux s'occupent du reste. Si ça vous intéresse, un lien vers un formulaire est en description. Un conseiller AccessApp vous recontactera. Merci à AccessApp de soutenir ce podcast. Ta scolarité, elle était moyenne, on va dire, dans l'ensemble. Enfin, moi, en tout cas, elle était moyenne, mais avec la dyslexie, c'était un peu compliqué. J'ai toujours été ric-rac à 10, quoi. Donc, après, j'ai fait un bac général. T'as fait un bac général, donc. Alors, un bac STAV, du coup. STAV. Sciences techniques de l'agronomie du vivant, avec option aménagement, valorisation des espaces. D'accord. Mais c'était un bac général, du coup, donc j'étais pas en alternance à ce moment-là. Et parce que mes parents, pourtant j'ai toujours été passionné par ce métier depuis petit, mais ils m'ont dit, parce que du fait de mes problèmes, etc., on m'a dit, va pas non plus en bac pro parce que c'est trop, comment dirais-je, si ça te plaît pas, avec quelque chose de général, après il me dit tu feras quelque chose d'autre, tu feras peut-être un autre bac pro ou un BTS, à voir. Et donc du coup j'ai fait ce bac STAV. Et t'en pensais quoi justement de tes parents qui te disent ça? Tu comprenais ce qu'il disait, ou toi tu voulais aller je le comprends. Moi, quand on est petit, quand on est jeune, je pense qu'on veut pas trop l'entendre. Après, quand on grandit, on se dit que quand on se met à la place des parents, je leur en veux absolument pas. Je pense que ça m'a allé très bien d'avoir fait ce bac général aussi, mais
ce qui me manque le plus, je pense, c'est durant ces années de bac de ne pas avoir eu d'alternance où j'aurais pu acquérir un peu plus de métier rapidement, comparé à un bac pro typiquement. Mais bon, après, j'ai appris d'autres choses qui m'ont permis d'avoir des connaissances autres. Voilà, et d'arriver là où tu en es aujourd'hui finalement. Oui, mais après du coup, c'est ce qui arrive. Pour ça, je parlais de ce fameux CAP que j'aurais soi-disant pas. Après, j'ai passé un BTS en aménagement paysager du coup. D'accord. Et donc que j'ai eu aussi, bon ric-rac, j'ai eu à 10, mais je l'ai eu. L'essentiel c'est de l'avoir. Et donc c'est pareil, ce BTS, je l'ai fait en formation continue, je l'ai pas fait en alternance. C'est peut-être le regret que j'ai à la limite, autant le bac général, soit, mais le BTS, je regrette un peu parce que j'aurais pu acquérir un peu plus de compétences métiers, parce que la différence entre continu et alternance, est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu? C'est le côté terrain via entreprise. En fait, quand on est que à l'école, c'est-à-dire qu'on apprend plein de choses, on apprend de la théorie, un peu de pratique aussi, mais le monde de l'entreprise, il est quand même très différent que si on reste que dans le milieu scolaire à un certain moment donné. Quand en plus on veut faire un métier artisanal, le geste, le toucher. En plus, on travaille à l'extérieur, donc il y a des conditions météorologiques qui font que des fois, c'est un peu plus difficile que dans les livres. Ok. Quand est-ce que tu es arrivé du coup au Compagnon du Devoir ? Eh bien alors du coup, juste après ce BTS en aménagement paysager, en fin de deuxième année, je me pose la question, qu'est-ce que je fais, etc. Du coup, je demande à mes profs de technique, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme poursuite d'études sans en faire, parce que j'en avais un peu marre du coup de l'école, parce que bon, c'était quand même dur pour moi. Et j'ai dit, moi j'aimerais travailler sur le terrain et en fait exceller dans ce que je fais et être dehors, quoi, vraiment être salarié, etc. Et du coup, le prof m'a dit, mais regarde les Compagnons du Devoir. Donc je me suis renseigné, je suis allé aux portes ouvertes à la maison de Marseille, des Compagnons, et j'ai fait les portes ouvertes, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis arrivé avec des jeunes accueillants, souriants, bienveillants, et je me rappelle même, il y avait ce qu'on appelle un prévôt, c'est le directeur de la maison, qui me dit qu'est-ce que tu viens faire chez nous, etc. Et tu as un BTS, qu'est-ce que tu viens faire ici je dis, je sais pas, je viens apprendre mon métier, parce que je sors j'ai fait beaucoup de théorie, j'aimerais bien m'améliorer sur la pratique. Et au moment, d'accord, il me dit, t'aimes ton métier, t'as investi, t'as envie? J'ai dit oui, je sais pas, je suis passionné, tout ça. Bref, après on a fait un entretien, mais j'avais trouvé ça assez fou de me dire, t'as un BTS, mais du coup, qu'est-ce que tu viens faire là? Et c'était assez déstabilisant, mais du coup... oui, complètement. Comment? C'est complètement déstabilisant. Oui, j'ai dit, je sais pas, il me dit, on t'offrira pas une licence en plus derrière, quoi, mais j'ai dit, mais je viens pas pour ça forcément, moi je viens vraiment pour le métier. Et donc, c'est ce qui nous plaît chez nous, le côté métier. Il n'y a pas que ça, mais c'est une grande partie. Donc, donc après, du coup, je suis rentré chez les Compagnons en septembre 2017. Et donc, j'ai fait mes 7 mois de prépa Tour de France. Et après, j'ai fait mon premier changement de ville. Donc, pour un gars du Sud, j'étais un petit peu sorti de chez moi, mais bon, je suis allé à Nantes. Ça m'a fait bizarre de traverser la France la première année. Attends, je voudrais bien revenir sur le début où tu rentres chez les Compagnons. Peut-être qu'il y a un peu de, de fantasme derrière. Est-ce qu'il y a comment on arrive chez les Compagnons? Est-ce il y a une cérémonie ou quelque chose comme ça pour t'accueillir, ou il y a juste un entretien et tu rentres? Comment ça se passe? Alors là, les entretiens, j'ai fait du coup ce fameux entretien avec le prévôt de la maison de Marseille, donc voilà, qui m'a accueilli. On a discuté, on a échangé sur pas mal de sujets. Il m'a dit, écoute, on se revoit dans 2 semaines. Donc la réponse a été positive. Et donc après, ils nous ont aidé à chercher une entreprise. Il me dit, tu commences dans 2 mois. Faudrait que tu trouves une boîte. Alors il me dit, cherche de ton côté. Nous on a des choses de notre côté, mais on te laisse quand même faire des démarches. C'est pour commencer à essayer de se stimuler à faire des... Il m'a dit, si tu cherches pas... On n'est pas intéressé, quoi. Oui, je pense que c'est pour commencer à amener un dynamisme de se mettre en action, en fait. Et la finalité, ils avaient une entreprise pour moi, et il m'a dit, mais tu peux m'envoyer la liste de ce que tu as eu comme entreprise, donc j'ai dit, j'ai appelé tant de personnes, j'avais eu un rendez-vous, ça s'était avéré négatif, et voilà, il me dit, écoute, moi j'ai un entretien dans telle entreprise, et donc du coup j'y suis allé
C'était quoi alors la première entreprise? Notre première entreprise, c'était les Jardins des Arcades, c'était à Saint-Rémy-de-Provence à l'époque. L'entreprise, le gérant était Monsieur Frédéric Trifilio, et un patron que j'ai admiré, qui m'a donné aussi un peu l'amour du végétal et du métier. Et alors en plus de ça, dans cette même entreprise, j'étais avec mon premier responsable, parce que nous ça marche par système de corporation, et le soir quand on vient en maison, on est parrainé par des personnes du même corps de métier que nous, mais qui sont plus anciens. Et donc on était dans la même entreprise. Donc en fait, j'ai eu comme un peu deux parrains sur la même première année. Ça, c'est pas mal, ça. Ah ouais, non, vraiment, là, je commençais par les chapeaux de roue. Il était très bon niveau métier. Donc, même d'un point de vue ouverture d'esprit, il me disait, tu veux que ça se passe bien? Il me dit, le matin, on arrive un quart d'heure avant l'heure. Il me dit, comme ça, tu as le temps de boire un café, tu dis bonjour à tout le monde. Et le soir, c'est pareil. Voilà, il me dit, tu finis à, je sais pas, admettons à 5h. On part à 5h15, 5h30, on discute, on prépare le camion pour demain. En fait, comme on est là que de passage, il me dit, t'es là pour apprendre. Alors, on n'est pas là non plus à dire compte pas tes heures, mais dans l'idée, c'est vraiment, si tu veux progresser, il me dit, moi je prends du temps avec toi. Ouais, donc fais de même aussi, Fais et de montre même, que tu as envie d'apprendre. montre que tu as envie, ouais. Mais quand on a des gens passionnés en face de nous, en soi, on peut que dire vas-y, moi je te suis. Hein. Enfin, moi c'était mon ressenti. Mais ça a été facile pour toi justement de montrer cet engouement, ou en tout cas d'aller chercher les informations, de poser les questions. Ah oui, parce qu'en plus c'était, même l'entreprise avait une super éthique, les chefs d'équipe étaient bienveillants et tout, donc aucun souci. Après, c'est vrai que c'est difficile au début parce qu'on se dit, j'arrive, j'ai un BTS, et puis en fait, je sais faire des choses, mais en fait, tu te rends compte que tu es loin d'avoir un niveau chef d'équipe au bout de 2 mois, là, mais j'avais 21 ans, et après, on acquiert vite des compétences, surtout quand il y a des gens qui sont là derrière toi, ça facilite, mais les premiers mois c'était un peu dur, parce que dur aussi par rapport au fait que chez les compagnons on a un système où donc on vit en maison de compagnons, et le soir on a des cours de 20h à 22h, et le samedi on va en atelier. Et alors c'est vrai que ces cours-là, c'est quand même, c'est pas comme des cours institutionnels ou comme à la fac, très redescendant. C'est comme je l'ai expliqué, on est par corporation. Donc moi, à Salon, on était 8 jardiniers à l'époque. Et notre responsable, il nous disait des fois, est-ce que vous avez des problématiques métiers? Qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain aujourd'hui? En fait, c'est plus des échanges de savoir-faire et savoir-être. Qu'est-ce que tu as fait en entreprise? Demain, tu fais quoi? Comment est-ce que tu ferais tel ouvrage? Je sais pas, tu fais une clôture, comment est-ce que tu ferais? On a des lignes directrices sur le contenu de la formation, ce qu'on est censé apprendre durant ces cours le soir, et on a quand même une ligne directrice, mais on a ces échanges humains avec des gens de métier qui sont passionnés et qui apportent un complément. Putain, mais c'est super ça, quand tu commences dans un nouveau travail et que le soir tu peux rencontrer des gens qui font la même chose, qui sont au même niveau que toi, avec des gens qui sont plus qui sont plus loin un petit peu dans ce genre de métier. C'est génial. Non, mais c'est bien, mais alors c'est vrai que beaucoup de jeunes, même quand ils viennent chez nous au début, ils nous disent la même réflexion que j'ai eue. Je me suis dit, je sors de l'école parce que j'ai plus envie de trop faire des cours, etc. Je viens là pour travailler. Emmener le soir qu'il faut travailler, plus le samedi. Mais en fait, des fois le samedi, nous en tant que paysagistes, on va voir des jardins, on fait des visites. Donc est-ce que c'est du travail? Ça en est du travail, mais je veux dire, c'est qualitatif. On est avec des gens de métier, on est qu'avec des jeunes. On va visiter, vous partagez votre passion, vous partage la passion, et après un réseau en plus. Enfin, c'est génial. Oui, et puis moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est l'intermétier. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, au bout de 2-3 semaines, mon responsable me dit, écoute, samedi prochain, on va faire une maquette avec les maçons, et il me dit, tu vas apprendre à tirer une chape pour poser des pavés. Moi j'ai dit, oula, qu'est-ce qu'il me raconte? Bon allez, pourquoi pas, vas-y. Je me suis dit, pourquoi les maçons? Qu'est-ce qu'on va faire en plus? En fait, on est allé à l'atelier, donc il y a des maçons qui ont d'autres techniques, d'autres façons de faire, différentes ou similaires des nôtres, mais en fait l'échange d'intermétier, il est hyper intéressant. C'est clair. Et t'ouvres complètement ta vision sur d'autres choses, et t'apprends de plein de choses différentes. C'est hyper intéressant. Vous restez pas du tout dans vos métiers, dans les compagnons. Ouais, mais comme on vit en communauté, alors ça dépend de certaines maisons, mais souvent, admettons, ce qui est intéressant, un charpentier et un maçon. Le charpentier va faire le coffrage pour le maçon, et le maçon va poser. Bon, je prends un exemple, c'est peut-être pas
exact au millimètre, mais ce côté intermétier, le charpentier va faire le tracé et peut aider le maçon, et le maçon peut nous aider une fois que la jardinière est faite en maçonnerie. Nous, on vient, on apporte la terre, on plante, on fait du paillage décoratif, voilà. En fait, je trouve que l'intermétier il est hyper intéressant parce qu'on peut aussi dire au maçon, attends, si tu fais ta jardinière comme ça, attends, peut-être qu'il faut me faire une attente parce que je vais mettre un système d'irrigation. Il faut que, et ce côté aussi, je fais quelque chose en pensant au suivant. Ça, c'est des notions qu'on apprend vraiment aussi, je trouve. C'est super intéressant. Tu faisais quoi comme activité réellement dans la boîte, dans ta première boîte? Est-ce que c'était de l'installation, c'était de l'entretien? Création et entretien, j'ai fait un peu les deux, et c'est ce que j'ai trouvé riche. De pouvoir aussi accéder à faire de la création un peu dès le départ, parce que souvent on fait l'entretien parce que c'est la base du métier et il faut en faire parce que c'est hyper important. Et je trouve que le fait d'associer création et entretien montre la diversité du métier. Parce que faire que de la création ou que de l'entretien, c'est bien, mais au début, quand on apprend, quand on est dans la phase d'apprentissage, je dirais, voir les deux, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte de la diversité de notre métier, autant en termes de matériaux que de savoir-faire. C'est entre faire de la pierre, du bois, des systèmes d'irrigation, de la plantation. Il y a une diversité riche, donc en fait, je pense qu'on peut aussi trouver sa zone de confort dans le métier. On peut dire, moi je suis plus végétal, je suis plus sur du bois, je suis plus sur du terrassement. Il n'y a pas de jugement, c'est juste voilà. Et je pense que chacun peut après trouver et tirer son aiguille aussi du. On peut être un peu niche là-dedans, mais c'est ça qui est intéressant parce que le paysagisme, ça englobe énormément de trucs. Et d'ailleurs, je pense que ce serait bien de définir correctement création et entretien, parce que ça englobe quand même pas mal de choses. Moi, je fais plus de l'entretien, donc je pourrais plus en parler. Mais toi, création, est-ce que tu peux un peu plus le définir pour ceux qui nous écoutent et qui savent peut-être pas ce que c'est? C'est de l'installation, on fait de la plantation. Oui, après, alors moi j'ai tendance à dire que le métier de jardinier, il se fait en 3 phases. Il y a une phase conception, une phase création et une phase entretien. Je dirais le luxe du jardinier, c'est de faire sa conception, il fait sa création et il entretient. Ce qu'il a conçu, il crée et il entretient. Et dans cette partie création, en effet, on peut partir d'un terrain qui est neutre et on peut faire de l'élévation, on peut excaver de la terre, donc on peut avoir des différences d'altimétrie. C'est pas parce qu'on a un sol plat qu'on va rester plat. On peut faire de l'apport de matière, de l'apport de matériaux, et on peut autant travailler le bois que la pierre, que faire des éléments soudure, des systèmes d'irrigation, d'électricité. Alors après, je pense qu'il faut comme il y a beaucoup de corps de métier dans notre même métier, je pense qu'il est hyper important de se rapprocher de certains corps de métier. Typiquement, nous, on fait un stage dans notre parcours de formation en 4e année avec des chaudronniers pour apprendre la soudure. Parce qu'on fait un petit peu de bordure acier dans les jardins souvent. Et ça marche très bien. Mais nous, on pourrait faire des points de soudure. On fait des cordons, on fait des points de soudure. Un chaudronnier, en termes de compétences sur la soudure, on a quelqu'un de beaucoup plus qualifié, c'est son métier. Donc, et ça fait partie du compagnonnage. L'intermétier, là, il prend énormément, je trouve, d'intérêt. Il faut que ça dure dans le temps aussi. Hein. Si tu fais une soudure pour une bordure et que ça dure pas longtemps parce que tu l'as loupé. Puis il y a la connaissance en plus de ce que faire le point, c'est une chose, mais savoir qu'il y a une bulle de fusion qui se crée. Toutes ces nuances en fait elles sont à apprendre et c'est pour ça qu'il y a des métiers spécialisés pour ça quoi, comme l'électricité, l'irrigation, les choses comme ça. C'est hyper vaste, et après c'est pas parce qu'on fait pas de création ou d'entretien qu'on n'est pas un bon paysagiste. Enfin, pour moi c'est clair. Ça englobe tout hein, vraiment. Il faut juste que chacun arrive à trouver son plaisir dans ce qu'il fait dans le métier de paysage, hein, vraiment. Et puisque beaucoup de jeunes nous disent qu'ils aiment bien assembler tous ces matériaux. C'est le fait. Ils aiment beaucoup dès les premières années, ils veulent faire de la création parce que c'est bien, il y a de la pierre, il y a du bois, on peut faire des fontaines. Et ce qui est très plaisant parce qu'on crée. Et on leur répète tout le temps que l'entretien c'est hyper important, la place du végétal aussi. Ça, il faut l'ancrer dès le début parce que c'est vrai que c'est... parce qu'on a envie que ça avance, ils sortent du coup souvent de ce système scolaire et ils disent moi je veux faire. Et donc je trouve que en fait mixer création et entretien, et comme dans ma première boîte j'ai pu faire les deux, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que voir qu'une facette du métier et même aller faire la conception le soir quand on est en entreprise, demander à son patron, au conducteur de travaux ou concepteur s'il y en a dans l'entreprise, est-ce que je peux rester 1 heure avec toi, tu me montres savoir comment ça marche.
Je pense que ça ne mange pas de pain et ça permet de voir aussi une autre facette du métier parce qu'après, ça peut faire partie d'un métier concepteur. Complètement. On reste dans le métier du paysage. Hein. Ouais, Donc, c'est sûr. Pourquoi tu penses que la création a plus de... Enfin, les gens sont plus attirés par la création que l'entretien? Après, c'est peut-être qu'un avis personnel, hein, mais parce que là, on parle de l'entretien, mais l'entretien peut être aussi hyper varié quand tu fais de l'entretien de domaine, jardin remarquable, jardin historique ou autre. Ça reste de l'entretien qui est hyper qualitatif. Tu as de l'entretien en taupière, tu as de l'entretien de jardin, que ce soit chez du particulier ou chez du privé. Là aussi, il y a une diversité en termes de... Et c'est ce qu'on explique aussi aux jeunes parce que la création... ça fait beaucoup plus rêver, quoi. Mais parce que même quand on le voit sur les réseaux, c'est quelque chose qui peut visuellement, on part de rien, pof, on sort et direct, ça marche. Alors, on peut avoir ce même effet-là avec des végétaux. Ouais. Mais oui, souvent, mais on a tendance à dire que nos jeunes, ils font 5-6 ans de métier. Et puis, une fois qu'ils se sédentarisent, ils se rendent compte, ils ont de plus en plus d'appétence pour le végétal et le mettre en valeur. Parce que moi, je pense que ce qui va dissocier deux jardiniers paysagistes à un instant T, c'est celui qui aura la bonne connaissance du végétal, avec toutes les contraintes climatiques qu'on a aujourd'hui. Bien sûr. Et comment on le fait durer dans le temps? Et ça, c'est avec de l'entretien. Comment on le fait durer dans le temps aussi, il y a toute une... Parce que bon, là, il y a la partie métier, mais il y a toute une culture à apporter peut-être aussi aux clients. Parce qu'on demande d'avoir toujours des plantes sans arrosage, sans entretien. C'est vrai, on met du plastique du coup. Et oui, et c'est ça qui est compliqué des fois, parce qu'il y a des contraintes économiques quand on est une entreprise. Il faut répondre des fois à des demandes clients. Et donc, il y a une culture à apporter aussi qui fait partie du métier. Je ne sais pas que faire. Faut éduquer le client aussi un petit peu. Ouais. Donc dans la filière, ça c'est dans la tête de tout le monde, mais après on arrive à le mettre dans les collectivités, c'est pareil, ça se met en place, mais au niveau des clients, des particuliers, voilà, c'est des choses qui se font sur moyen, long terme. Et je trouve que ça, c'est la passion aussi du métier. Elle n'est pas que sur la création du coup ou l'entretien. Je pense que là aussi, des jeunes qui voudraient se tourner sur ce métier-là. Si on est axé sur le végétal ou la biodiversité, on peut autant avoir sa place pour s'axer dans ce métier-là et trouver son compte entre guillemets. Ouais. Après voilà, c'est très divers. Moi clairement, je suis beaucoup plus sur l'entretien. Ouais. Moi, c'est ce qui me passionne le plus. Ouais. Parce que déjà, on voit une multitude de jardins tout au long de la semaine. Alors que je trouve qu'en création, on est toujours sur on est toujours sur une même tâche toute la journée. Et moi, ça m'embête pour rester poli. Ouais. J'aime pas beaucoup ça. J'en ai fait un petit peu, mais ça m'a pas passionné plus que ça. Alors que l'entretien, sortir d'un jardin à la fin de la journée, que ce soit bien entretenu, que ce soit joli, qu'on ait discuté avec le client pour l'éduquer un petit peu, ça on pourrait le faire comme ça, on pourrait replanter ça là. Enfin moi je trouve ça vraiment passionnant et et en plus c'est très différent sur le corps, j'ai l'impression aussi, où il faut un peu plus d'endurance limite sur de l'entretien. Ouais. Enfin, c'est différent. C'est assez différent. C'est différent. Et ça, c'est pareil. Je pense, on a une problématique aussi, mais métiers, je pense qu'on travaille dessus. Sur l'image du métier en tant que tel, parce que souvent les jeunes disent, les jeunes en général, même les moins jeunes, nos parents disent mais jardinier, tu vas souffler des feuilles, parce que tu vas pousser une tondeuse quoi. Oui, c'est et ça fait partie du métier. C'est pas dénigré, ça fait partie du métier, mais alors on a des concours comme les WorldSkills ou le concours de la reconnaissance des végétaux qui tendent vachement à valoriser le métier. Et je pense que c'est hyper important parce que pour attirer du monde dans cette filière-là, il faut pas qu'on reste sur cette image du jardinier, qui juste tond les pelouses et souffle les feuilles, même si ça fait partie du métier. Et en fait, faudrait réussir à faire en sorte que c'est pas dégradant, c'est même valorisant. On prend soin du jardin. C'est ça. Donc, moi, ce qui m'avait capté quand j'ai fait ma reconversion dans le paysage, c'était la première chose que je pouvais faire pour avoir une toute petite augmentation, c'était d'apprendre 80 plantes. Okay. Et je passais un test
Il était là toutes les semaines parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient dans cette entreprise. C'était peut-être pas toutes les semaines, mais toutes les 3 semaines, on va dire. Ouais. Et du coup, on te disait, bah voilà, là, si tu apprends 80 plantes, tu passes le test, tu as 50 centimes de plus sur ta paye par heure, sur ton salaire. Et du coup, moi, j'étais là, ah ouais. Et donc je me suis dit bon bah ça a pas l'air compliqué. On m'a donné la petite appli où il y avait tous les végétaux, je les apprenais tous les matins, tous les soirs, à midi. Mon chef d'équipe à la fin des journées, il me disait bon allez on prend 5 minutes, on va faire le tour du jardin et tu vas me dire quelles sont les plantes. J'étais ok. Et en fait juste de l'apprendre, tu te rends compte de ce qu'il y a dans le jardin. Du coup tu te poses des questions, tu les revois d'une certaine manière et ça m'a vraiment enclenché l'amour, tu vois, du végétal et du paysage. Je me suis dit, ah ouais, ok, c'était hyper intéressant et c'est vraiment ça qui m'a fait aimer l'entretien parce que du coup, tu es que en contact avec les plantes et c'est ça que j'ai adoré, quoi. Et après, pour rejoindre ce que tu dis, tu as aimé les plantes parce que là, on a réussi à te donner l'envie par divers moyens. Et on a une problématique, mais ça a été abordé avec l'UNEP là, sur le séminaire biannuel à Angers il y a quelques mois. Il y a une grosse thématique qui se tourne autour de l'appétence que peuvent avoir les jeunes pour le végétal. Et je pense qu'il faut qu'on arrive alors toute la filière est en réflexion là-dessus, mais à apporter de nouvelles façons d'apprendre les végétaux. C'est vrai qu'à l'époque, on les apprenait des fois ou sur tableur Excel, ou il y a des fiches numériques. Donc maintenant, on sort pour toucher le végétal, la reconnaissance sur du concret. Il y a des jeux un petit peu sur de la ludopédagogie, sur des jeux de cartes. Je pense qu'il faut que les formats changent pour que dès les premières heures de formation dans le métier, le jeune se dit mais en fait les plantes c'est trop cool. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément ce premier réflexe quand on arrive dans la formation, mais ça tend à évoluer, donc c'est très bien et ça tendra à améliorer même l'image du métier. Et on reconnaîtra le jardinier comme quelqu'un qui connaît les plantes, qui sait faire de l'entretien et de la création, parce qu'il y a même des gens qui pensent que jardinier c'est de l'entretien et paysagiste c'est un autre métier. Ouais, c'est vrai. Mais en fait non, c'est le même métier, c'est des activités qui sont différentes, mais le métier de jardinier paysagiste il reste le même. Donc voilà. Oui, il y a ce grand débat entre jardinier et paysagiste, quoi. Ouais, mais on travaille le sol, on modélise un paysage, on travaille avec du végétal, donc... Ouais, les deux sont synonymes, quoi, finalement. Oui. Complètement synonymes. Comment ça s'est fait? Alors, justement, tu parlais de ton Tour de France. Comment tu l'as vécu de partir dans une autre ville aussi loin? C'était où? Alors, toi, tu venais du sud? Ouais. Et t'es parti à? Je suis parti à Nantes. À Nantes. Donc, moi je dis le nord-ouest, mais oui, c'est presque du Pays de Loire, donc presque Bretagne. Je me rappelle, j'étais parti en voiture, parce que du coup, j'ai fait mon changement de ville en voiture, avec mes bagages dans la voiture, et j'arrive, je sais pas, mi-chemin. Il pleut. Je me dis, mais c'est pas possible, j'arrive où là? Et c'est vrai que, en termes de richesse, là aussi, sur les expériences, quand on arrive dans différentes régions, dans le sud, quand il pleut fort, mais pas très longtemps. Dans d'autres régions, comme Pays de Loire, Bretagne, tout ce coin là-haut, il pleut beaucoup plus souvent. Des fois, on dit qu'en Bretagne, il y a les 4 saisons, voilà, mais on apprend à travailler avec un ciré. Ça paraît bête, mais quand je suis arrivé, on m'a dit, tiens, tu prends des bottes, un ciré, pour quand tu travailles sur la pluie, au moins, tu es toujours au sec. Et ça, c'est hyper important. Après, quand j'ai travaillé en Alsace, on apprend à travailler aussi quand il fait froid. C'est des températures qui sont différentes. Ouais. Bon, les matériaux sont différents aussi en fonction des régions. Mais vraiment, le climat, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Quand on va sur l'île, en Alsace, c'est un froid sec. À Lille, dans le nord, c'est un froid humide. Ouais. Et on se couvre pas pareil. Rien que voilà. Il y a les notions compétences métier, geste métier, mais ça, en termes de richesse, de voyage, savoir que dans telle et telle région, il faut faire attention comment on se couvre. Dans le sud, chez moi, en Provence, quand il y a le Mistral, si on laisse la porte du camion ouverte, il y a plus de porte. Donc, c'est des choses aussi à voir. Le tutorage, pareil, pour nous, c'est évident parce que, vu le vent qu'il y a, on est obligé de. Alors, je trouve, chaque région a aussi ses adaptations au climat et contraintes. Et donc, nous, on travaille aussi beaucoup quand il fait très chaud dans le sud. Moi, ça me gêne pas. Le froid me gêne plus. Voilà, mais ça, je trouve ça. C'est enrichissant. Et puis, tu as dû aussi voir une autre façon de voir la vie avec les Nantais, parce que ça doit beaucoup au niveau de la culture. Oui, non, mais au niveau de
Oui, que ce soit l'ouverture d'esprit des gens, la mentalité de la ville, même ne serait-ce que découvrir les villes. Pourtant, je n'étais pas forcément un grand passionné d'architecture ou autre avant. Et quand du coup on a des tailleurs de pierre qui te disent le samedi ou le dimanche, si tu veux, on va visiter la ville, tu viens avec nous et tout ça, on est 3-4. En fait, on visite la ville et en France, on a quand même du bâti qui est plus que qualitatif. En plus, selon les villes, ça change. Même le fait de se balader dans les villes, se rendre compte de l'environnement qui nous entoure, ça apporte des choses culturellement, humainement, en plus de ce côté métier. Donc voilà. Hier, on a interviewé Guillaume Cahen, qui est un ancien compagnon et qui est tailleur de pierre. D'accord. Qui a été sur Rocalia justement. Ok, d'accord. Oui, il y avait un de mes homologues, Yann, qui a fait une conférence, je crois, hier. Ah ouais. Ouais. Ok. Et c'était super intéressant. On a on l'a interviewé. C'était très très intéressant. Moi, du coup, je connais rien du tout à la taille de pierre et je trouvais ça intéressant vu qu'on a Rocalia d'en inviter un et qui nous explique un petit peu. Bien sûr. C'était passionnant. T'es resté combien de temps à Nantes alors ? Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas ? Alors, je suis resté 1 an là-bas. Et ça doit être dur de partir loin de sa famille ou toi t'en avais envie ? Oui, non. En fait, quand on part, oui, on est un peu triste, qu'on est loin de la famille, mais bon, on se rend compte que en fait, on découvre tellement d'autres choses une fois qu'on est arrivé là-bas. Puis en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on travaille dans une nouvelle entreprise. Là, c'était le même type de structure en termes d'effectifs et de camions, de nombre d'équipes en création d'entretien. Mais l'année d'après, je suis allé à Angers et c'était une boîte qui faisait beaucoup de chantiers publics. Il y avait presque 40 bonhommes dans l'entreprise sur le terrain. Il y avait beaucoup plus de camions, c'était du chantier public. Donc là, c'est très intéressant aussi sur les effectifs qui changent, les secteurs d'activité qui sont différents. Ça, cette richesse-là, elle est intéressante et bien sûr que le facteur loin de sa famille, à un moment donné, il pèse un peu, mais on prend le temps quand même de rentrer chez nous quand on en a besoin. On est assez ouvert d'esprit pour dire quand un jeune on ressent le besoin de rentrer chez lui. Alors on essaie de s'organiser en amont et que ce soit dit. Parce que comme le samedi on a ces fameux cours, on dit qu'on a droit à un samedi de libre dans le mois, on s'organise et donc voilà, c'est une histoire d'organisation. Après c'est vrai que des fois ça crée des frais, mais parce que c'est les compagnons qui payent ça ? Non, c'est le jeune qui revient chez lui. Bien sûr. Mais c'est tellement riche, on rencontre tellement de gens, puis tout le monde est dans le même mood, on est là pour apprendre, on a envie, on vit ensemble, donc en soi, c'est des choses. Puis comme on vit en communauté, on se sent pas seul du coup, et on est toujours épaulé par les gens, qui sont autour de nous. Des fois, on rencontre les mêmes problématiques en entreprise ou les mêmes galères sur le terrain. J'ai pas réussi à faire ça, ou alors des exploits. Des fois, on partage des réussites. J'ai réussi à gérer 2 personnes aujourd'hui, ça s'est bien passé. Voilà, donc l'échange humain, il est hyper important. Mais oui, la famille, c'est très important à prendre en compte. Faut pas le laisser de côté. C'est sûr. Hein. Mais après, souvent, on dit qu'une fois qu'on a fini notre Tour de France, on revient aux sources. Moi, je suis revenu chez mes parents la première année. Et ça fait plaisir de revoir ses proches. Et voilà, après, il faut laisser le temps au temps. Et puis, moi, je trouve ce qui est assez intéressant aussi, c'est que souvent, quand on part sur le tour, on a beaucoup de copains, on a plein d'amis. Et puis bon, en fait, quand on se rend compte, quand on part au bout de la France, à la fin, il reste que 3-4 copains, des vrais amis sur qui on peut compter. Et je trouve ça, c'est une réelle plus-value aussi. On voit les gens qui partent de chez eux, qui évoluent professionnellement ou personnellement. Et c'est vrai que quand on revient, les amis, on les compte sur les 5 doigts de la main, les vrais amis du coup, et qui sont pas compagnons du coup, qui sont pas dans ce cursus-là, parce que c'est bien aussi de pouvoir couper, d'avoir des amis un peu en externe pour pouvoir aussi échanger sur ses vies. Donc. Ok. T'as fait combien de villes, toi, pour ton Tour de France ? Il dure combien de temps, en fait ? Alors moi, du coup, comme je suis rentré avec déjà un diplôme dans le métier, généralement, ça dure entre 4 et 6 ans. 4 et 6 ans, le Tour de France ? Moi, j'ai fait 5 ans... Ouais, 5 ans et demi, quasiment 6 ans. Mais on le voit pas passer. Tous les anciens, quand ils viennent, des fois, ils nous disent oui, vous allez voir, vous n'allez pas voir le temps passer. Toi, ça fait 2 mois que tu es là, tu te dis non, mais ça va être long. Et en fait, c'est pas du tout long parce que 1 an dans une ville, au bout de 3 mois, déjà, on change de ville, c'est une première étape. On rencontre une nouvelle communauté, de nouvelles personnes. On est dans une nouvelle entreprise, il y a
différentes façons de fonctionner. Donc au bout de 6 mois, on est à l'aise, et au bout du 9e mois, nous, on demande à nos jeunes de faire un souhait de changement de ville. Donc on essaie de respecter le souhait des jeunes, ils font 3 vœux, et donc du coup, une fois que ils ont le résultat de leurs vœux, début janvier, mi-janvier, fin janvier, ils l'ont. Ils savent qu'ils vont dans une autre ville, donc en fait ils sont déjà dans l'étape presque prochaine. Il faut finir les 3 derniers mois dans l'entreprise, partir convenablement, et ils vont faire une autre expérience, une autre région. Donc en fait c'est long, mais pas tant que ça par rapport à toute c'est relatif, quoi. Oui, tout est relatif, parce qu'avec la richesse du planning, on voit pas le temps passer, on est tout le temps occupé, et c'est ça qui est bien. On apprend, on est tout le temps stimulé intellectuellement ou professionnellement, donc on apprend, on a envie, et on gravite que avec des gens qui ont l'envie de bien faire, mais l'envie de faire, l'envie de travailler, de se surpasser. Et ça, j'ai trouvé ça aussi hyper valorisant, rassurant quand je suis arrivé dans un peu cet univers. Les gens te mettent tout le temps à l'aise, très rapidement à l'aise, en disant ouais, si tu sais pas faire, tu m'appelles, je te donne un coup de main, pas de souci. Il y a une vraie entraide. Ouais, il y a un état d'esprit d'entraide, et d'aller vers l'excellence, ou en tout cas vers Oui, c'est le but. On essaie de tendre vers l'excellence. Après, compagnon, c'est aussi un état d'esprit, c'est un statut, mais c'est un état d'esprit. Il y a le métier, il y a le savoir-faire, et il y a le savoir-être. Être que excellent dans son métier, si on est imbuvable, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Et à contrario, il faut quand même un minimum métier pour savoir son métier. Après, c'est relatif, parce que j'ai rencontré des sédentaires, donc des anciens compagnons, pour certains qui ont été MOF, et qui te disent MOF, c'est meilleur ouvrier de France, et qui te disent, tu sais, au bout de 10 ans, tu commences à connaître ton métier, et au bout de 20 ans, tu commences à être bon. Voilà, tout est relatif, en fait, et après ils ont on les appelle les sages, mais ils ont la sagesse, parce que ils te disent, tu as toute ta vie pour apprendre ton métier. Donc, par contre, l'état d'esprit, c'est vrai qu'il est hyper important, parce que ça peut s'acquérir beaucoup plus rapidement que des gestes métiers, que le geste de la main, qui peut être des fois long à acquérir. Donc on apporte tant d'importance sur le savoir-être que le savoir-faire. Ça, c'est intéressant. Comment est-ce que vous essayez de le mettre en place quand les jeunes arrivent dans les compagnons? Il y a des valeurs, qui nous sont communes, et on essaie de les faire respecter. On a certains cadres. Comme on vit en communauté, on a aussi un cadre qui fait, pour vivre en communauté, il faut avoir des règles, comme pour vivre en société. Si tout le monde respecte ces règles, il n'y a pas trop de soucis. Par exemple, quand on vient manger à table, on vient manger entre 19h et 19h30. Si on arrive après, on n'est pas rappelé à l'ordre, mais on nous fait comprendre que voilà, c'est bien la prochaine fois d'arriver à l'heure. En fait, c'est toujours dans l'accompagnement, et assez bienveillant. Donc en soi, le cadre se fait. Des fois, il faut remettre le cadre quand il y a vraiment un débordement, mais de façon générale, on apporte de la bienveillance, et en reprenant quelqu'un gentiment, le cadre se fait tout seul, j'ai envie de dire. Donc après, les valeurs se font aussi par la transmission des plus vieux, de nos sédentaires, qui viennent des fois dans les maisons, nous raconter leur Tour de France, ou même les jeunes avec qui on vit. Ce que je disais, généralement, on a un plus vieux qui nous parraine le soir, sur les cours du soir, etc. Souvent, quand on est jeune, c'est un peu notre mentor. Et donc, il y a aussi un peu une exemplarité. On essaie d'avoir une exemplarité des un peu plus vieux, pour que les jeunes fassent de même. Mais on dit à tous les jeunes aussi, essayez d'être exemplaires, parce que c'est pas parce que vous êtes en première ou deuxième année que ce que vous allez faire va pas impacter les autres. Donc il y a aussi ce côté communauté qui rentre énormément en jeu, le respect de chacun. Comment on contrôle un peu ce que tu apprends tout au long de ces 5 ans? Est-ce qu'il y a des étapes pendant le compagnonnage? Oui, alors après, je parle pour notre métier en tout cas.
il y a tout un parcours de formation où, dès la première année de formation, il passe un titre pro ouvrier du paysage. En deuxième année, c'est une formation qui est non diplômante, mais qui est axée un peu plus sur la maçonnerie, sur la création de modules en bois. Troisième année, il repasse un titre pro ouvrier du génie écologique. Qui est ouvrier comment ? Ouvrier du génie écologique. Ouais. On a réussi à le mettre en place tout juste cette année. Il y a eu l'habilitation des plateaux techniques, etc. Et quatrième année, c'est encore une autre formation poussée sur la technique avec des stages de soudure, sur de la scénographie. Voilà, on est quand même sur des choses un peu plus techniques et poussées. Et après, on a une formation titre pro, je crois, RPMS, c'est responsable de petites et moyennes structures, où le but en fait est ça c'est une formation intermétier, où les jeunes à la finalité peuvent reprendre une entreprise ou monter leur structure. Tout du moins, ils ont toutes les bases de transmises sur cette formation. On essaie d'amener les jeunes sur prendre des postes à responsabilité et en fin de parcours ou monter leur structure ou reprendre une entreprise ou avoir des postes à responsabilité. Donc cette formation en fin de parcours permet d'ouvrir des portes aussi sur l'entrepreneuriat. Donc après, comment est-ce que le niveau est étudié, on le voit au fil des années. Il y a ces fameux diplômes qu'on a ou qu'on n'a pas, mais le fait de changer de ville et d'avoir déjà ne serait-ce que des expériences dans différentes entreprises, fait monter en compétence le jeune. Après, sur ces cours le soir et le samedi, des fois on a des mini-stages où on a des cours faits par des anciens sur des modules spécifiques où on peut être amené du coup à progresser plus rapidement. Et on essaie là aussi de faire du cas par cas. Si un jeune me dit voilà, moi j'aimerais, je vais prendre un exemple, mais faire un module pierre, est-ce que sur de la pierre, est-ce que tu pourrais m'aider ? On organise ça avec un sédentaire et 2-3 jeunes. Et ça va être fait. Donc du coup, en fait, la montée en compétence aussi, on le dit à chaque jeune, c'est votre parcours de formation. Votre formation, vous la devez qu'à vous-même. Alors il y a un parcours de formation qui est ce qu'il est et qui va vous amener une formation, mais profitez-en pour aller chercher ce qui vous plaît. Allez chercher l'intermétier, allez chercher ce qui vous plaît. Et donc du coup, on peut pas aller forcer quelqu'un à faire donc que de la maçonnerie s'il est full végétal. Ouais. Et inversement, alors on va essayer de trouver un juste milieu en disant, parce que c'est vrai qu'après je pense que dans le métier, il faut peut-être se spécialiser sur quelque chose, qu'on a une certaine base à un moment donné. Il faut bien qu'à un moment donné, on soit plus compétent sur quelque chose. Et c'est là où en 4-5e année, les jeunes se disent voilà, moi j'aime peut-être un peu plus faire ça ou ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un chef-d'œuvre à faire à la fin de... Oui, alors là, si on parle un peu plus dans le compagnonnage, on a donc pour partir sur le Tour de France, on fait ces fameux 7 mois de prépa-tour où on réfléchit si est-ce qu'on veut partir sur le Tour de France ou pas. Donc pour ça, on fait un petit travail, ce qu'on appelle un travail d'adoption, où grosso modo, on demande de faire un petit ouvrage avec un budget qui est alloué avant une date butoir. Et ce travail-là, il est présenté à des anciens, à la communauté. C'est validé, je dirais que c'est plus... j'ai pas le bon mot qui vient, mais une formalité, dans le sens, à partir du moment où le jeune est motivé et qui nous prouve qu'il a envie de partir sur le Tour de France et qui même on arrive à apporter de la souplesse dans le sens s'il rencontre différentes problématiques et qu'il les explique, voilà, on sait répondre, mais on jauge vraiment l'investissement et l'envie qu'a le jeune à partir sur le Tour. Donc ça c'est au tout début, et une fois du coup ça lui permet de partir sur le Tour de France et faire un an, une ville, faire sur le Tour de France. Et au bout, selon les métiers, mais généralement c'est au bout de la 4e année, on demande à faire ce travail de réception. Et donc du coup c'est ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Et là c'est une pièce qui est beaucoup plus conséquente en termes d'heures. Et à l'issue de ce travail-là, quand il est présenté et corrigé par, là c'est le métier, il y a une cérémonie qui permet aux jeunes d'avoir le statut de compagnon, jardinier, tailleur de pierre, peu importe le métier. Mais et pour l'adoption, pareil, c'est une petite cérémonie il y a une partie qui est d'ailleurs aussi ouverte aux parents, une partie qui est privée. Ouais. Mais voilà, il n'y a rien de secret aussi, comme on peut des fois l'entendre dire, il n'y a vraiment rien de secret, et c'est bienveillant en plus ces moments-là.
Et c'est assez fort parce que je vais pas spoiler, mais il y a des gens qui font des efforts des fois de traverser la France pour rencontrer un petit jeune qui va partir sur le Tour de France. Quelqu'un qu'on a vu, il a dit je fais 2 heures de route, je viendrai te voir pour ton moment à toi. Wow. Et ça c'est fort et qui des fois sont même pas forcément du métier quand c'est le début. Après quand c'est que du métier c'est autre chose, mais ouais, cette force de se rendre à un moment, à un instant T pour d'autres personnes. C'est sûr. Ça c'est assez. Toi, t'avais fait quoi alors? Alors moi j'ai fait un travail de conception sur la maison de Tours. J'ai proposé 2 lots de conception. Dans notre corps de métier, en fait, on fonctionne sur ce principe-là. On fait une conception qui est chiffrée et qui est planifiée sur 2 ou 3 ans. Ça permet à la région d'avoir un devis sur ce que va coûter l'aménagement. Et dans nos maisons, l'année d'après, on planifie un jeune ou un binôme de jardiniers paysagistes qui vont faire la réalisation. Comme ça, la région a le budget qui est alloué pour faire l'ouvrage et nos jeunes ont les matériaux nécessaires pour après faire la réalisation. Donc on a une personne qui fait la conception, conception, budgétisation et planification, nombre d'heures que vont faire les jeunes sur le travail. Et l'année d'après ou 2 ans après, on a un binôme qui arrive pour faire la réalisation. Ça dépend, les projets sont plus ou moins conséquents. On a un binôme une année, un deuxième binôme une deuxième année, un troisième binôme. Voilà. Donc moi j'avais fait ces 2 conceptions et l'année d'après, donc elles ont été validées et ce sont les jeunes qui l'année d'après ont fait la réalisation. Donc il n'y a que le premier lot à ce jour-là qui a été finalisé sur la maison de Tours. Voilà. Donc les jeunes ont remis aussi des fois la conception un peu à leur sauce dans le sens où des fois les matériaux, le prix des matériaux évolue parce que des fois en un an ça peut fluctuer. Donc pour se rebaigner dans le projet, ils gardent la même trame je dirais, mais voilà ils sont obligés de se remettre un peu dedans, voir les tarifs s'ils n'ont pas trop évolué. En termes de planification, voir si ce que j'avais fait, enfin ou ce que les autres ont pu faire est cohérent ou est-ce qu'ils peuvent pas rallonger ou baisser, voilà. Donc voilà un petit peu le travail et voilà, c'est ce que je dis, la conception fait partie du métier parce que ça, il y a des jeunes qui disent mais je vais faire de la conception et oui mais la conception ça fait partie du métier et si elle est bien faite ça va pouvoir permettre à 2 personnes après derrière ou 4 de faire un chantier qui est réalisé et qu'on peut voir quoi. C'est sûr donc après les compagnons, toi t'es retourné chez toi, chez ta famille. Est-ce que c'est facile de trouver du boulot après avoir fait les compagnons? Oui, honnêtement, même déjà quand on est sur le Tour de France, en fin de parcours, c'est toujours pareil, au bout de 4-5 ans d'expérience, on a 2-3 diplômes en plus. Alors, on a un diplôme en amont, ou on en a passé 1 ou 2 sur le Tour de France. Quand on a 4-5 ans d'expérience, en plus on est véhiculé. On essaie de faire passer le permis, enfin les jeunes on leur préconise de passer le permis remorque, donc ça permet de prendre des postes aussi des fois à responsabilité, chef d'équipe, donc puis c'est des jeunes qui ont envie, donc non on n'a pas de souci pour trouver de travail, vraiment ça c'est j'imagine. Je dirais le cadet de nos soucis, enfin c'est voilà on n'a pas trop de soucis là-dessus, mais après voilà ça n'empêche pas qu'il faut qu'on sorte de notre zone de confort et c'est pas parce que on trouve du boulot de partout qu'on n'est pas obligé on fait 2 ans en entreprise et de rechanger. Après, c'est qu'on aime bien la sédentarisation. Une fois qu'on a bougé pendant 5-6 ans, on se repose quelque part et souvent, une bonne partie montent leur entreprise ou prennent des postes à responsabilité à la finalité, quoi. Toi, tu avais fait quoi alors juste après? Alors du coup, moi, une fois que j'ai fini, donc j'ai fait l'Alsace, après j'ai fait ma dernière année dans le sud de la France à Montpellier en tant que compagnon itinérant et donc salarié dans une entreprise avec quelques semaines de formation et donc ça c'était ma dernière année sur le terrain et après j'ai fait un poste de chargé de mission où j'ai écrit des cours pour le métier pour nos jardiniers paysagistes pour le soir typiquement qui est des cours un peu plus conséquents. On a monté des cours en e-learning donc ils peuvent suivre une formation sur des cours du soir, ce qui est aussi beaucoup plus, je dirais, dans l'air du temps, c'est plus facile pour eux. Et donc, à l'issue de cette prise de poste pendant 1 an de chargé de mission, là, j'ai pris aujourd'hui le poste de responsable de l'Institut des métiers et de la nature du jardin et du paysage. Donc, autrement dit, je m'occupe de la formation pour les jardiniers paysagistes et les compagnons du devoir, mais au national. Donc, je suis en veille sur qu'est-ce qui se fait dans le métier, dans la formation. Donc, aussi d'où pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce qu'il y a pas mal d'innovations. J'ai une grosse 50% de mon travail est axé sur la formation. Je m'occupe aussi des maîtres de stage, donc des formateurs qui forment nos petits jeunes quand ils sont sur nos plateaux techniques.
J'ai toute une partie rencontre aussi, où il faut que je développe les relations avec la filière, l'interprofession, pour essayer de mettre des choses en place, sur la valorisation du métier, sur des échanges de bons échanges entre hommes et femmes de métier et d'acteurs dans la filière. Donc voilà, ça fait partie aussi de mes actions, rencontre des acteurs de la filière. Et on a une partie veille sur le devenir du métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, typiquement, il y a beaucoup l'IA qui prend de la place, mais on a de la robotisation aussi, qui soulage le métier, qui donne aussi peut-être une image moins difficile et plus accessible. Je pense qu'il faut qu'on travaille aussi là-dessus, à avoir cette image du métier ou qu'on peut penser peut-être moins bourru. Aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de soulever des charges beaucoup plus facilement, de travailler beaucoup plus intelligemment, sans se faire mal. Il y a une grosse prise de conscience sur les gestes et postures, la sécurité au travail, etc. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour que les jeunes si on apprend pas, si on montre pas ce genre de choses aux jeunes, je trouve que c'est dommage. Voilà, il faut dans la formation, il faut qu'ils soient au courant de qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Et notre but, c'est quand même de former les jeunes à ce que dans 5 ans, ils aient les compétences nécessaires aux besoins des entreprises. Bien sûr. Et aux besoins de la société. Alors, on parle beaucoup de végétaliser les milieux urbains, avoir des îlots de fraîcheur. Ça, c'est la gestion de l'eau, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on réfléchit en interne et des fois aussi avec d'autres acteurs. C'est des sujets dont on leur fait part, parce que du coup, si demain ils n'ont pas ces notions-là ou des compétences sur ces sujets-là, je pense qu'on loupe quelque chose. Et donc voilà, on leur inculque ce genre de... C'est bien, faut mettre les innovations en avant. Oui. Faut montrer que le secteur du paysage est en évolution. Oui. Pour intéresser justement les jeunes. Tout à l'heure, tu parlais de femmes, justement. Oui. C'est vrai que c'est les compagnons du devoir. Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de filles ou de femmes qui viennent dans les compagnons ? Alors ça dépend des métiers. À l'association, il y a des métiers où il y a beaucoup qui sont majoritairement féminins et d'autres qui sont... les métiers dans les matériaux souples, on a, alors que je dise pas de bêtises, tapissier, cordonnier, sellier, maroquinier. D'accord. Voilà, donc c'est des métiers où il y a pas mal de femmes. Les métiers de la peinture, aménagement et finition, peinture, il y a pas mal de filles. Et les métiers du goût aussi. Les métiers du goût, boulangerie, pâtisserie, et d'autres métiers dans le métier de goût. Mais voilà, il y a pas mal de filles. Et chez nous, on a le même problème. J'étais à l'UNEP il y a 2 semaines en région Aura, où la thématique était portée sur quelle est la place de la femme dans le monde du végétal, dans le monde du paysage, pardon. Et j'étais venu avec une de nos compagnons qui est jardinier paysagiste, Champagne, Sarah Bettini. Et donc elle est venue avec moi. Les échanges étaient très intéressants. Et on a les mêmes problématiques filières, c'est-à-dire que dans la filière, de façon générale, c'est je crois 12% de femmes. Dans nos effectifs, on a entre 10 et 15% de femmes. On a des problématiques de recrutement aujourd'hui dans la filière ainsi que chez nous. Enfin, on tend à recruter au maximum parce que on a envie de former des jeunes et répondre aussi à un besoin de la filière. Parce qu'on est encore un peu méconnu aux yeux du grand public sur le métier de compagnon jardinier paysagiste. Ouais. Et, c'est vrai que c'est pas ce métier où on pense en premier pour les compagnons. Ouais. Et donc du coup c'est pour ça que on essaie de communiquer au maximum là-dessus. Et aujourd'hui on dit qu'on a des problématiques de recrutement. Si on arrive à ouvrir notre métier à ce qu'il soit plus féminisé, demain on n'a plus de problématiques de recrutement. J'exagère un peu le trait, mais dans l'idée, donc je pense que ces réflexions-là dans le métier, elles sont dans le devenir du métier, pareil, elles sont hyper importantes à apporter. Parce que si on accueille aussi un public féminin, il faut travailler différemment, apporter une culture dans les équipes. Je pense que c'est plutôt sur l'état d'esprit où il faut que ça change. Je pense pas que ce soit de travailler différemment, pour être tout à fait honnête. Parce que, tu vois, moi, je ramène encore à cette expérience au Canada où il y avait 50% de femmes. Dans la boîte dans laquelle j'étais. On était 180, je crois. C'était une très grosse boîte. Et une majorité de femmes dans les métiers, enfin, dans chez les managers. Ouais, d'accord. Et
Moi, ça me choquait. Enfin, ça me choquait pas. J'étais là, ok, il y a des femmes. Ouais, ça doit être un métier aussi pour femmes. C'est un métier manuel, mais ok, j'en faisais. Je prenais pas trop ça en compte. Et j'avais beaucoup de chefs d'équipe femmes et qui m'apprenaient super bien, différemment des mecs. Après, c'est peut-être un état d'esprit. Tu vois, c'est peut-être la culture anglo-saxonne. Mais quand je suis rentré, en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris de ces femmes-là. J'avais un manager femme que j'adorais. Et quand je suis rentré en France, je me disais, je trouvais pareil et tout. Voilà, je suis tombé de haut, quoi. Je suis un peu tombé de haut. Hein. Mais ce que je trouvais intéressant dans ces échanges sur les tables rondes qu'on a eues, du coup, beaucoup de femmes ont pris la parole. Et je trouvais très intéressant, elles ont cassé beaucoup de stéréotypes. Et c'est dans ce sens-là que je pensais, d'apporter cette culture à des gens du paysage qui ont travaillé qu'entre garçons. On a des fois des stéréotypes et vice-versa de l'autre côté. Et j'ai trouvé ça très intéressant de casser ces stéréotypes-là et ça a fait avancer le sujet autour de ça. Donc c'est très intéressant. Et il y avait Anne Cabrol qui est la maître jardinier de 2017 que je connais un petit peu et que j'essaie de faire venir sur le podcast. Elle va venir, t'inquiète pas. On est en contact. Et puis il y avait moi j'aurais trop voulu venir à cette conférence, j'ai pas pu. D'accord. Mais il y avait aussi une aviatrice handicapée. Un témoignage assez poignant là. Tu peux nous en parler un petit peu si j'étais pas là, mais. C'est quelqu'un en termes de dépassement de soi, pareil, là, qui a eu un accident grave et qui s'est surpassé et qui à force de travail a réussi à atteindre ses rêves. Puis c'était assez poignant. Si on pourrait prendre un parallèle, on pourrait dire que quelqu'un qui tombe à cheval, on dit qu'il faut qu'il remonte à cheval directement de suite. Et là, c'était un peu la même histoire, mais sur de l'aviation. Et elle a été une des premières femmes à faire ce genre d'exploit. Donc... De la haute voltige, je crois, c'est pas ça, c'est de la voltige. Elle a eu un accident d'avion, c'est ça qui s'est passé je crois qu'elle avait entre 17 et 18 ans, si je ne dis pas de bêtises. Assez jeune. Et donc le bas du corps paralysé et ça ne va pas empêcher de faire la haute voltige. Et il y avait un discours très intéressant sur la cohésion d'équipe parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas seule sur le projet parce que c'est elle qui pilote. Mais elle n'est pas seule et j'ai beaucoup aimé cet esprit de cohésion dans le sens si j'ai réussi c'est parce que j'ai réussi à m'entourer des bonnes personnes, alors des personnes qui ont su écouter bien entendu, mais j'ai trouvé très intéressant ce discours de dire j'y suis arrivé mais aussi grâce aux personnes avec qui j'ai pu m'entourer et dans le métier ça reste la même chose. Je pense que si on veut réussir dans la vie, il faut s'entourer des bonnes personnes qui ont le même visu, qui ont les mêmes envies pour pouvoir avancer. C'est primordial, je pense. Toi, tu penses qu'il faudrait faire quoi pour inviter plus de femmes chez les compagnons ou chez les paysagistes ? Chez les paysagistes, plus de femmes et d'hommes, parce qu'on manque des deux, j'aurais envie de dire. Oui, on manque des deux, mais si on arrivait à avoir 50% de femmes, ce serait pas mal, puisqu'on... je suis complètement d'accord. Moi, je dis oui de suite. Je pense, comme je l'ai dit, il y a cette image du métier où on pense aussi peut-être que ça reste un métier physique, on va pas mentir non plus, mais on travaille dehors, des fois sous des intempéries, au soleil. Vraiment, j'ai trouvé vraiment très intéressant cet échange avec toutes ces femmes qui ont dit c'est difficile, comme pour un garçon, c'est difficile. Et elles ont cassé aussi ce côté métier dur, un peu brut, il faut être fort. Alors, il y a des choses qui sont physiques, mais ça n'empêche pas de travailler différemment, de réfléchir différemment. Le poids, il est aussi lourd pour les garçons. Et j'ai bien aimé ce côté cassé. En fait, je pense que le métier, il est accessible à tous. Et beaucoup de femmes ont dit qu'il fallait qu'elles n'aient pas peur d'essayer. Parce que souvent, on se freine, on se dit « je peux pas y arriver ». On va me critiquer, en fait, juste essayer. Et ça, je pense que, on dit l'envie d'avoir envie, mais des fois, on se freine, on se met souvent beaucoup de barrières. Et je pense qu'il faut essayer, il ne faut pas avoir peur d'échouer, parce que c'est des fois avec les échecs qu'après, qu'on arrive à rebondir. Donc, je pense que vraiment, le message à faire passer, c'est essayez, faites-vous votre propre idée. Et faut pas trop se mettre de bâton dans les roues. C'est marrant parce que j'ai interviewé Alexandra. C'est un podcast qui va arriver, c'est le prochain podcast qui va arriver. Et pas après celui-là, mais avant. Il est déjà sorti. Mais elle disait beaucoup ça. En fait, elle est à la tête d'un réseau de femmes entrepreneurs. D'accord. À Lyon.
le Café des Lyonnes, voilà, c'est l'équipe des Lyonnes, je crois, si je me rappelle bien. Et elle me disait justement que les femmes avaient ce problème-là, c'est qu'elles se mettaient beaucoup de bâtons dans les roues en se disant non mais je suis pas capable ou je vais pas essayer, je me sens pas légitime de le faire, etc. Alors que si elles le sont évidemment. Oui. Et elles se bloquent à cause de ça, quoi. Et c'est vrai que dans le paysage ça doit être beaucoup ça. Et même parce que donc je pense il y avait ce côté force, mais je pensais on a des jeunes chez nous, on en a un ou deux qui ont pas une masse musculaire très conséquente, et il me dit moi je peine à porter les brouettes, et j'ai dit ok, mais est-ce que tu trouves quelque chose d'autre qui te plaît plus dans le métier? Et il m'a dit lui-même écoute moi le terrassement ça me régale, j'adore les mini-pelles tout ça. Et donc en fait c'est toujours pareil, il reste dans le milieu du paysage, mais il a passé ses permis remorque et voilà le CACES, et donc du coup il a réussi à trouver, il reste dans le métier. Il se serait arrêté à ce qu'on lui dise en fait t'arrives pas à pousser une brouette, il faut que t'arrêtes. Ouais. On aurait perdu quelqu'un, Ouais. et ça je pense c'est exactement les freins qui nous freinent à avoir du recrutement, c'est tellement diversifié que je pense notre métier on peut réussir à trouver ce qui nous plaît. On peut être full végétal, on peut faire de l'aménagement, de la conception, on peut même aller faire jusqu'à de l'événementiel. On peut faire de l'entretien, de la création, enfin je veux dire vraiment, et toucher différents matériaux. Donc pour moi, il faut juste se dire en fait il faut que j'essaie, et autant que ce soit comme on a pu dire en reconversion professionnelle, que des jeunes qui veulent aller dans ces filières-là, franchement, faut pas hésiter à essayer de faire des stages, et je pense aussi peut-être d'être un peu dur, mais pas s'arrêter à la première expérience. Je parle pour ma part. J'ai eu une expérience ou deux, surtout une première dans le paysage, où ça s'est mal passé. Je ne citerai pas de nom ni rien, mais il y avait une très mauvaise cohésion, ça criait, on m'a dit c'est comme ça, quand tu vas pas assez vite. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai pas travaillé là-dedans. Et je rentrais le soir, je disais à mon père, limite en pleurs, je disais, mais c'est pas possible. Et après, j'ai eu de la chance de travailler dans un jardin remarquable à l'abbaye de Val-Sainte. Et un homme passionné, il y avait toute une partie roseraie, quelqu'un de très posé, pédagogue. Et là, je me suis dit, heureusement que j'ai une expérience comme ça, je n'étais pas arrêté sinon. Hein. Donc je pense que, j'ose espérer que pour tout le monde, personne aura de mauvaise expérience, mais il faut peut-être avoir 2 expériences, ne pas essayer de franchir le pas, et si c'est mal passé, peut-être... Normalement, ça se passe pas mal, mais voilà, ça peut arriver. Enfin, moi, ça m'est arrivé, à d'autres aussi, je pense. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, du coup, ma première expérience, elle a été géniale, fantastique. Ouais. On m'a accompagné parfaitement. Ouais. J'ai eu peut-être un chef d'équipe dans le lot que j'avais eu, parce que vu que c'était une grosse boîte, on changeait de chef d'équipe limite tous les jours. Mais vu que j'avais été hyper bien accompagné directement, vu que c'est le premier regard que tu as sur le truc, bah ça change tout. Enfin, je veux dire, c'est ça qui ancre le truc dans ta tête. Donc en effet, si ta première expérience, c'est le mec qui fout un coup de pied au cul et qui te dit bah vas-y, tourne la pelouse, c'est pas compliqué, et qui te lance dedans et qui te dit t'es bête ou je sais pas quoi, bah ouais, forcément. Donc les gars, soyez un peu pédagogue, s'il vous plaît, accueillez les gens correctement, c'est pas compliqué, quoi. Enfin, moi, ça me touche beaucoup parce que j'en ai eu beaucoup des gens qui sont arrivés dans le métier et qui avaient plein d'envie, parce que on a l'impression qu'on arrive dans un métier de nature, on est dehors, on va changer les choses, on va participer à l'écologie, on va mettre des fleurs un peu de partout, etc. Puis t'as un grand bourru qui t'insulte et qui te dit que t'es un incapable. C'est dur, quoi. C'est franchement dur, hein. Surtout quand tu fais une reconversion, que t'as 30 ans, tu gagnes pas super bien ta vie en plus en tant que jardinier paysagiste, surtout en reconversion, où peut-être t'as fait des métiers où t'étais dans un bureau, tu te retrouves dehors, il pleut, t'as un connard qui t'insulte. Ouais, faut faire. Ça me touche beaucoup, mais c'est important quand même d'accueillir les gens correctement, de leur expliquer, de prendre le temps, même si ça dure 10 minutes, c'est pas grave. Au contraire, il fera du meilleur boulot après et il sera trop content de travailler avec vous. Et moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est ce qui m'avait vraiment beaucoup plu dans la boîte où j'étais au Canada, c'était qu'à la fin des journées, sur les nouvelles personnes qu'on avait, je leur faisais un retour direct sur sur leur attitude sur la journée, s'ils étaient arrivés à l'heure, s'ils avaient une bonne attitude, s'ils étaient montés dans le camion pour sortir les trucs, les installer, mettre de l'essence, etc. Et de 2, si la vitesse et la qualité étaient au rendez-vous. Au début, c'est normal que la vitesse et la qualité sont pas au début, mais d'abord, j'ai besoin que tu aies
que tu travailles sur la qualité. Ensuite, je veux que tu travailles sur la vitesse. Et du coup, je leur faisais un retour direct de 2-3 minutes, vraiment rapide. Je les mettais de côté pour pas qu'on entende avec tout le monde, parce que c'est pas les affaires de tout le monde, à part quand on encense la personne. Ça, par contre, faut le faire devant tout le monde. Quand on a envie de donner une petite critique, faut le mettre de côté, on leur dit gentiment, on leur gueule pas dessus devant tout le monde, ça sert à rien. Mais vraiment, 5 minutes, tu l'écris sur ton portable, tu prends la personne, tu les mets de côté, les autres, ils rangent le camion, et tu fais, bah voilà, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est ça, ça, ça. La prochaine fois, on va travailler là-dessus. Je pense que t'es bon là-dessus. Est-ce que tu aimes bien ça? Et tu vois, tu échanges rapidement. Et là, la personne, elle est trop contente. Elle a envie de revenir le lendemain pour s'améliorer. Et ça, c'est le meilleur, quoi. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur l'échange direct en fin de journée. Il est intéressant parce que ça évite les non-dits aussi. Ben oui. Et après, pour revenir à ce qu'on disait, les mentalités quand même changent. On est quand même beaucoup plus dans l'accompagnement. Mais même des fois, juste parce qu'on reste des humains, on peut dire quelque chose, ça peut être une réflexion, parce qu'après il y a des notions aussi de rentabilité en entreprise. Dire en fait, bon, ça fait peut-être 4 fois que tu le fais, il faudrait aller un peu plus vite. Et bon, là c'est dit comme ça parce qu'on est tranquillement assis, mais des fois on est fatigué, il pleut, il y a le stress, et il y a le stress, c'est vrai. Des fois ça peut sortir. Et en fait voilà, c'est pour ça que je dis la deuxième expérience, alors peut-être dans une autre structure ou avec un autre chef d'équipe. En fait, changer, et les bonnes entreprises souvent le font, mettre avec plusieurs chefs d'équipe pour voir en fait différentes personnalités, parce qu'il y a différents caractères. Mais même en termes de structure, parce qu'aussi des fois on peut tomber dans une structure qui ne nous convient pas du tout. Après on peut tomber peut-être dans un truc hyper familial et ça nous convient. Et ça, je pense, la diversité des expériences, de toute façon, fait qu'on peut se créer un propre avis. Ouais, mais faut vraiment ressentir l'entreprise où tu arrives. Si tu sens qu'il y a des tensions dans tous les sens, dès le premier jour que ça gueule, etc., faut aller voir autre part. Enfin, moi, c'est mon conseil en tout cas, parce que ça changera pas facilement. Donc, mieux vaut aller voir autre part et essayer de trouver quelque chose d'un peu mieux. C'est mon avis personnel. Ouais, parce qu'après, il y a peut-être des gens qui te diront moi, j'aime quand ça crie, j'aime quand ça y va. Alors, c'est pas la majorité, c'est différent. Mais ça dépend quand ça crie, parce qu'on veut que ce soit parfait, mais qu'il y a une bienveillance derrière, ça va. Mais quand ça crie juste pour s'insulter et que ça balance des broussailleuses à la tête, faut partir de l'entreprise. Oui, non, mais là, je suis d'accord, oui. Mais enfin bref, c'était mon petit coup de gueule, mais pour moi, c'est hyper important de le dire, parce que franchement, ça fait tout. Ça fait tout pour des gens qui sont en reconversion. Je pense que, d'ailleurs, quelle est la part justement des gens qui ont travaillé dans des bureaux et veulent venir chez les compagnons parce qu'ils veulent se retrouver dehors, faire un métier manuel? Il y a quand même une grosse part de personnes qui viennent pour ça, non? Dans la filière ou chez nous? Chez vous. Alors après, moi j'ai peut-être dans notre métier un historique un peu moins long, dans le sens où je crois que c'est la 5e année où on a nos centres de formation, on a nos propres plateaux techniques, et ça fait, je crois, 4 ans où on a ouvert ce fameux profil, ce qu'on appelle nos prépa Tour de France, donc jeunes qui ont un diplôme dans le métier, et des personnes hors parcours, donc qui ont déjà un niveau bac grosso modo, et entre 18 et 25 ans ou plus. Et donc j'ai que 4 ans de recul. Mais sur ces personnes-là, on a quand même pas mal de personnes qui sont en reconversion parce qu'ils trouvaient plus de sens à ce qu'ils faisaient. Et une fois qu'ils viennent en formation, ils disent mais en fait je veux travailler dehors, donner du sens à ce que je fais, créer. C'est beaucoup le côté création, créer. On parle de création, mais ça peut être créer, entretenir. C'est faire quelque chose de ses mains en fait. Parce que ce qui est quand même satisfaisant dans ces métiers-là, c'est qu'à la fin de la journée, tu sais si tu l'as taillé, tu vois que tu as fait tant de mètres linéaires, tu vois que tu as passé au râteau un gazon de tant de mètres carrés, tu vois que tu as coupé un rosier, tu vois ce que tu as fait. Et ça, c'est dans les bureaux, dans les postes qui sont un peu plus axés sur du bureau, c'est un peu plus compliqué d'arriver à avoir des choses. Voir le résultat. Voir le résultat aussi facilement. Fin de la journée. Là, chaque jour, tu sais ce que tu as fait. Et des fois, on est même frustré. Des fois, les jours, on n'avance pas. On dit, mais j'ai rien fait aujourd'hui. Parce que, je sais pas, des fois, on a enterré des gaines. On a ouvert une tranchée, on a rebouché. Visuellement, on ne voit plus, on se dit mais en fait j'ai pas fait grand chose, et voilà, du coup, et ça c'est vrai que du coup moi pour le coup je suis passé un peu dans les bureaux aujourd'hui, ça me manque. Des fois je me dis c'est des projets moyen long terme, et je me dis aujourd'hui j'ai fait des choses, mais bon, j'ai passé des coups de fil, j'ai répondu à des mails. Voilà, j'ai rayé des cases sur ma liste, là, ma checklist, et puis voilà. Et c'est vrai que des fois je me dis oh là là, j'aurais fait
une haie, là, tant de mètres linéaires. Je sais que j'ai fait ça et c'est plus valorisant, voilà, je trouve. Mais bon, après, et ce discours-là, quand les gens sont en reconversion, même les jeunes, je pense qu'ils l'ont. Parce que dans une ère où tout est numérisé, tout est digital. Là, c'est eux qui font et Ouais, ce qui est bien, c'est que tu te focalises sur une chose à la fois, quoi. ouais. Tu peux pas faire du multitâche comme dans un bureau. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas mettre de l'essence, tailler la haie en même Ouais, temps, ouais. et trucs comme ça, appeler Ouais. ton patron. Ouais. Ouais, il faut vraiment pouvoir faire les choses une à la fois. Et t'es obligé de finir une tâche pour en recommencer. Enfin, en tout cas, c'est la meilleure façon de faire. C'est vraiment une chose à la fois et au lieu de faire tout en même temps, sinon tu te perds complètement. Et moi, ça m'a appris ça aussi, ce métier-là. C'est vraiment, je peux pas être de partout en même temps. Une tâche à la fois. C'est comme ça que j'avancerai le plus vite possible. Être C'est concentré sur ce que tu fais. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et bon, ça, on en a parlé un petit peu, je pense, l'intérêt des jeunes, ou en tout cas pour les métiers manuels, c'est juste qu'il y a trop de métiers dans les bureaux, et du coup, les jeunes veulent... Enfin, toi, t'en penses quoi, du coup, toutes ces personnes... Tu vois justement qu'il y a... Comment dire? Toi, ça fait 4 ans que tu y es, mais les jeunes sont, tu penses, de plus en plus intéressés par ces métiers manuels? Si je pouvais faire juste une comparaison, Ouais. il y a le PDG de Nvidia qui oui, les électriciens plombiers seront les nouveaux millionnaires mais en fait, aux US, quoi. Moi, je pense qu'on a, c'est malheureux, mais beaucoup dévalorisé les métiers de la main pendant plusieurs années pour X ou Y raison. Je pense que c'est un constat, je critique pas. Et en fait, c'est tellement riche d'avoir le geste de la main, même si on voit qu'il y a de la robotique, de la domotique qui sont des outils et qui, bon, encore à ce jour, nous remplacent pas, mais le fait de faire quelque chose de ses mains, c'est hyper satisfaisant, c'est hyper valorisant. Et puis, il y a de l'excellence dans le geste à un moment donné, et c'est tellement gratifiant, et on n'a jamais mis ça assez en avant. Enfin, l'artisan qui travaille, qui fait un travail humble, noble, il devrait être tellement mis en avant, parce que c'est des heures de travail. Quand quelque chose est raté, on sait qu'il y a tant de temps derrière de travail. Quand on pose, des fois, on peut dire un menuisier, il pose un meuble, mais il y a peut-être 300 heures de travail avant. On voit, en fait, il a juste posé un meuble. Mais enfin, je trouve que... Moi, je pense pas qu'il y ait plus ou moins de jeunes. Je pense qu'il faut qu'on... Après, je sais pas ma paroisse, mais ça me paraît évident. Il faut qu'on dise aux jeunes, si vous voulez faire un métier manuel, mais allez-y, il y a... Je pense, alors en tout cas dans mon métier, il y a des débouchés de partout. Vous aurez tout le temps du travail. En recherche, je ne sais plus, je crois que Laurent Bizot disait... Laurent Bizot, qui est l'ancien président de l'UNEP, oui, et qui disait lors d'une conférence dernièrement, je crois que on embauche 30 personnes par jour, et pour répondre à la demande, il faudra en embaucher 60. Donc c'est un secteur qui emploie, et moi je trouve ça super. Mais on manque énormément de main-d'œuvre qualifiée, et je pense qu'il ne faut absolument pas freiner des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui souhaiteraient aller dans ces filières-là, parce qu'en termes de débouchés, il y a du travail pour tout le temps. Les plantes poussent tout le temps, il y en a tout le temps à tailler, même s'il y a des crises ou quoi que ce soit. Ah oui, non, mais puis en plus, comme on disait, il y a une diversité. On peut faire l'entretien 5 ans, on peut faire après diversifier, faire de la création, ou passer en bureau d'études en restant dans le paysage. Donc je pense que, moi je suis un passionné, alors je dirais qu'il y a tellement de facettes on pourrait faire une carrière dans le paysage sans faire le même poste pendant 40 ans. Mais non, vraiment, je pense qu'il faut essayer. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans ces filières qui je pense, moi, sont porteuses, et où le savoir-faire et le côté manuel métier a de plus en plus sa place, où aujourd'hui on voit que l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec l'outil de l'intelligence artificielle. Il faut travailler avec. Mais non, aller dans ces filières-là où vous aurez du travail, surtout quand vous allez travailler avec de la discipline et de la rigueur. Au bout d'un moment, ça paye. On n'a rien sans rien. Si vous êtes passionné, ça c'est toute la différence. On voit un jeune qui est passionné, qui trouve sa passion dans son métier, que ce soit le nôtre de jardinier ou d'autres. On le voit, il y a peu d'histoires de je compte mes heures. Quelqu'un qui est épanoui dans ce qu'il fait, il voit qu'il progresse. Et ça vaut tout l'or du monde. Quelqu'un qui apprend. Oui, et qui s'aperçoit qu'il n'est pas si... peut-être pas le bon terme, mauvais que ce qu'on a pu lui dire, mais il se dit, mais en fait j'arrive à faire ça, je suis autonome, c'est vraiment la satisfaction personnelle de se voir élevé, et tu prends confiance en toi. Et oui, puis après en termes de travail, bien sûr, c'est aucun souci, mais voilà, il faut vraiment pas hésiter à aller dans ces filières-là. Ça, c'est
C'est bien, il faut le dire Ah oui, absolument, oui, mais c'est clair. Non. Et puis tu vois, après, on parlait, je pense que c'est un sujet qui est peut-être pas tabou, mais on parle de rémunération. Et je pense aussi qu'à un certain stade, quand tu deviens compétent, que tu restes sur le terrain ou que tu ailles dans les bureaux, tu peux quand même réussir à faire valoir certaines compétences et du coup être bien payé par rapport à ce que tu fais, comme on a pu le dire. Et de ce côté-là aussi, on a peur, on dit mais tu vas faire jardinier, oh là là. Fais peut-être, je sais pas, me dire architecte, admettons, parce que tu gagneras mieux, c'est valorisant. Et franchement, il y a des gens sur le terrain qui sont compétents. Aujourd'hui, ça vaut de l'or. Ouais, c'est clair. Quand on sait la demande qu'il y a et le besoin. Donc franchement, si vous êtes compétent, moi je me fais aucun souci. Par la suite, Ça c'est sûr. Ouais. Pour tous les gens qui sont dans ce milieu-là. Surtout que vu qu'on veut beaucoup plus de végétaux un peu partout, dans les villes, dans les bureaux, etc. Ça va être que exponentiel. Ça va que être exponentiel. Ouais. C'est obligé qu'on ait besoin de gens très compétents là-dessus, quoi. Obligé. Ah oui, mais c'est sûr et certain. Enfin bref. On est dans le podcast Les gens du paysage. Oui. Donc le paysage, il a il a une signification un peu plurielle. On peut l'utiliser sur le terme un peu géographique ou un peu figuré, comme le paysage sonore, le paysage sensoriel, le paysage, ça peut être une activité ou quelque chose comme ça. Donc j'ai 3 dernières questions à te poser sur le paysage. Quel est le paysage que tu aimerais redécouvrir ? Redécouvrir ? Ouais. C'est-à-dire quelque chose que j'ai pu voir dans un jardin et que j'aimerais juste pas forcément dans un jardin géographiquement, mais peut-être une activité. Tu vois, le paysage audiovisuel, paysage entrepreneurial, paysage sportif, paysage géographique, ça peut être vraiment ça aussi. Moi, je dirais géographique parce que je prêchais un peu pour ma paroisse. Je suis originaire de la Provence. Les jardins dits un peu provençaux avec beaucoup de pierres sèches, des oliviers, de la lavande, du cyprès, des plantes un peu méditerranéennes avec des plantes aromatiques aussi, de la rocaille. Ça, c'est un paysage qui m'a toujours plu depuis petit. Donc moi, ce paysage-là, c'est quelque chose que j'aime et dès que je passe devant un jardin et où il y a un petit peu cette inspiration, ça me fait quelque chose. Okay. Parce que j'ai connu ça depuis tout petit et donc voilà. T'en as un en particulier ou pas, de jardin comme ça ? Même dans les paysages, pas forcément un jardin en lui-même. Alors j'ai pu faire des chantiers où il y avait, on a fait de la création typiquement pour avoir cet olivier emblématique avec on apporte de la rocaille, on apporte des végétaux et ça j'ai eu fait, mais je trouve juste dans le paysage de façon générale parce qu'en soi, moi je pense qu'en tant que jardinier on refaçonne, on agrémente, on apporte un complément au paysage déjà existant en soi. Donc, moi, je trouve qu'on s'inspire aussi de ce qu'on voit. Ouais, dans la nature, tout à fait. L'inspiration, alors on peut avoir de l'inspiration personnelle et des idées artistiques, mais on s'inspire quand même de ce qu'on a pu voir, que ce soit autant dans les jardins, soit jardin français, enfin la française, français, anglais ou japonais, mais il y a quand même le paysage environnant qui est différent quand on est en Alsace, quand on est en Bretagne, quand on est à Lille, en Provence, dans le centre de la France, avec des reliefs qui sont très différents, des végétaux aussi. Plus dans le sud, c'est très rocailleux, même si on va sur Marseille, tout ce qui est calanque, etc. C'est beaucoup de rocailles, il y a quand même du végétal dessus et moi j'aime vraiment bien ce côté franc. Pierre et végétal. C'est ce qui nous différencie. Souvent, on me demande qu'est-ce qui différencie d'un maçon et j'aime bien dire le jardinier, il fait le végétal. Ouais. Mais on incorpore quand même un petit peu de maçonnerie, de différents matériaux, mais notre métier, c'est la plante. Donc pour moi, et du coup, ça fait bien la distinction. Ça ne nous empêche pas de faire un peu de maçonnerie, de faire du bois, de l'eau, de l'électricité, mais notre métier à la base, c'est connaître le végétal, la biologie, l'agronomie du sol, savoir faire de l'entretien, parce qu'on peut faire de l'entretien, on peut bien faire de l'entretien, c'est toujours pareil. Donc c'est un peu la distinction vraiment très significative. Et quel est le paysage que tu aimerais découvrir, que tu ne connais pas ? Mais paysage anglais.
Paysage anglais. Ouais, alors, du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas annoncé, mais sur le Tour de France, on fait normalement une année à l'étranger aussi, qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement conseillée. Moi, j'ai pas pu la faire parce qu'il y avait le Covid. Et je ne serais pas allé forcément là-bas, j'aurais aimé aller à Madagascar. On avait nos formateurs qui allaient et qui m'avaient donné envie d'y aller là-bas. Mais oui, les jardins anglais, c'est quelque chose que je suis jamais allé sur place, j'ai pas découvert. Et ce côté très fleuri, très dense me plaît beaucoup. Alors on n'a peut-être pas les mêmes problématiques de restriction d'eau, etc. Mais visuellement, je trouve que c'est beau de ce que j'ai pu voir. Mais sans me mettre des passes et oui, je pense que... Les paysages anglais, les jardins anglais. Ouais. Et quels sont les paysages que tu aimerais faire découvrir? Outre les paysages qu'on a à côté de chez soi, même déjà quand on vient sur, par exemple, même ne serait-ce qu'à Paysalia, quand on va au Carré des Jardiniers, ça donne une idée des paysages du jardinier paysagiste, qu'est-ce qu'il peut construire, concevoir, créer, même s'il n'y a pas la partie forcément entretien, mais ça donne déjà un premier visu. Donc je pense pareil, les gens, il faut qu'ils soient curieux. Il y a des jardins qui sont peut-être historiques ou très connus, les gens peuvent aller les voir. Enfin, vraiment, je pense que il faut pas s'astreindre, il faut être curieux de tout. Et si ça nous plaît, le monde du paysage, il faut essayer de s'intéresser à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous attire. Après, voilà, je pense que tout le monde va à sa vitesse. Si on a envie de visiter quelque chose de spécifique, allons-y. Si on veut avoir une vision très très large, pourquoi pas. Donc, voilà. Merci Julien. Où est-ce qu'on peut retrouver un peu tout ce que tu fais? Un peu tout ce que je fais. Ouais, tout ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que sur LinkedIn, on te contacte si on a des questions sur les compagnons du devoir, par exemple? Oui, on peut me contacter via LinkedIn. Il y a un service même au siège social où juste les compagnons du devoir, il y a une partie, secrétariat où tous les appels sont recensés. Et voilà, si on a des questions, on peut y répondre. Il y a un site internet aussi des compagnons du devoir et du Tour de France, voilà, où on peut choisir son métier, voir tous les métiers qui sont proposés à l'association et dans le nôtre en création et aménagement paysager et jardinier paysagiste en soi. Et après, voilà, il y a même à l'intérieur de ces fiches-là les parcours métiers, qu'est-ce qu'on y fait. Et il y a les photos, je crois, si je ne dis pas de bêtises, même de différents lieux, des différentes maisons. Donc voilà, si vous voulez aussi vous balader, c'est faisable. Donc oui, sur les réseaux, pareil, sur les compagnons du devoir, sur Insta, ça y est. Là, c'est beaucoup plus général. Ça vous permet de voir aussi un premier jet sur l'association, quels sont les métiers qui y sont. Il y a des petites vidéos de nous en tant que jardiniers paysagistes sur le compte Insta aussi. Donc voilà, on était l'année dernière à Jardin aussi. Il y a eu le service communication qui est venu, qui a fait quelques petites stories, etc. Donc voilà, il y a quelques petites photos super sur ces réseaux. Ok, super. Merci Julien. Merci à toi. Merci beaucoup.